Vous êtes branchés sur la fréquence 9 3 quarts. Le podcast Harry Potter, chapitre par chapitre. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Fréquence 9 3 quarts. Je suis Jérémy. Et je suis Marina. Les réunions de l'armée de Dumbledore ont débuté, la résistance est en marche, mais nos héros sont aussi des élèves de l'école de magie avec des cours à suivre et la saison de Quidditch qui commence. Et quoi de mieux qu'un classique Gryffondor contre Serpentard pour lancer les hostilités dans le stade, d'autant que le match va connaître son lot de péripéties. Il va falloir qu'on reste accroché à notre balai, surtout qu'on n'aura pas d'invité pour nous épauler sur ce chapitre. C'est un épisode avec nous deux uniquement, en mode intimiste, après le bal des sorciers. Après, ça peut être toi, l'invité. Alors, Jérémy, présente-toi. T'as quel âge? Tu fais quoi dans la vie? Non, je parle Quel pas. est ton profil, Potterhead? Parce qu'on connaît rien de toi. Les gens connaissent beaucoup trop ma vie. Sois pas timide, vas-y, no stress. Non, par contre, comme à l'accoutumée, nous sommes en live sur Patreon avec nos petits patronus qui nous regardent en live. Coucou à tout le monde en ce dimanche matin, voilà, avec un petit café, un petit déjeuner. Avec une Marina réveillée. Oui, c'était pas gagné là tout à l'heure. En fait, j'ai donné tous les bâillements possibles avant d'enregistrer pour que ça ne m'arrive pas en live. J'ai bâillé comme jamais. Comme Jaja. Comme Jaja. Mais ouais, petit épisode intimiste, on aime bien de temps en temps quand même le faire, ouais. surtout quand on cale les enregistrements un peu en dernière minute. Alors, on sait que vous êtes nombreux et nombreuses à candidater, donc ça recule l'échéance pour tous ceux qui voudraient nous rejoindre, on le sait bien. Voilà, prendre cette Et liberté. puis au niveau emploi du temps, avance Ouais. épisode, blablabla, organisation. Ouais. Voilà. Absolument. Et puis, même si on n'est que tous les deux, il y aura bien un after show sur Patreon, il n'y a pas que le live maintenant. On va faire une FAQ, voilà. Posez toutes vos questions, Ouais. tout ce que vous voulez savoir sur Jérémy et Marina. Les secrets les plus sombres. Comment sont-ils en vrai? Déjà que avant de lancer les lives, du coup, vous avez des petits backstage et tout. Vous en savez déjà sur nous. Mais voilà, là, c'est l'occasion. On fera une publication. Elle n'est pas encore faite, mais si vous êtes abonné sur Patreon, on fera une publication. Il suffira de poser votre question ou vos questions en commentaire. Et puis, on prendra plaisir à y répondre. Et voilà. Et puis, cet after show sortira avant le prochain chapitre, comme d'habitude. Voilà. Tu sais, pour l'after show FAQ, il y a les invités ou des gens qui vont vouloir témoigner, mais à visage couvert avec la voix transformée. Ouais, j'ai participé à l'émission de Jérémy et Marina, et franchement, ils sont vraiment différents de ce qu'ils laissent paraître. Un complément d'enquête. Ouais, c'est ça. Ne vous fiez pas à eux. On se fait interviewer, on se fait piéger par Élise Lucet. Ouais, c'est ça. C'est à la sortie de notre appartement. Avec des screenshots, elle nous donne des feuilles où il y a des screenshots imprimés. Ah non, mais là, je peux pas commenter. J'ai pas les infos sur moi, j'ai pas les dossiers. Avec des photos dossiers qui ont fuité. Bon, on va récupérer son équipement de joueur de Quidditch. Pour un dimanche, ça promet. Et il est l'heure de voler en direction de ce nouveau chapitre. Suivez-nous. Harry Potter et l'ordre du Phénix. Chapitre 19. Le lion et le serpent. Donc, dans les semaines qui suivent la première réunion de l'AD, Harry se sent mieux. Ce secret partagé lui donne de la force et l'aide à mieux supporter les cours d'ombrage. Lorsqu'il lit ce stupide livre de Wilbert Esquive-Dur en classe, il prend plaisir à repenser au dernier cours de l'AD qui a eu lieu dans la salle sur demande, d'autant qu'au fur et à mesure, tout le monde commence déjà à faire de sérieux progrès, même Neville. Quand on parle de l'AD, on parle de l'armée de Dumbledore, pas de AD Laurent. Voilà, je tiens à le préciser. On sait jamais, voilà. Comment tu peux mentionner cet odieux personnage que je déteste de tout mon être? Oh, la take de Marina. Mais bien sûr. Tu sais qui il est en vrai? Mais oui, je sais un peu. Ouais, ouais, tu connais pas tout du personnage. Mais pour le citer. Je sais qu'il existe et du coup en tapant à chaque fois AD, j'ai même commencé à taper Laurent à un moment donné. Je fais bon bref, les différences entraînements. Tu m'as mis en colère. On a glissé direct. Je le déteste. Pardon. Les différents entraînements de Quidditch rendent impossible le fait de caler les cours de l'AD à une date régulière. Mais c'est pas plus mal quelque part pour rester confidentiel. Pour l'occasion,
Hermione a fabriqué des faux galions qui indiquent la date de la prochaine réunion à la place du numéro de série, et la pièce chauffe lorsqu'une nouvelle date est annoncée par Harry. En fait, Harry, s'il change son galion, ça change tous les autres galions. Lorsque Hermione explique sa petite invention à la fin de leur 4e cours, tout le monde applaudit l'idée, surtout Terry Boot, impressionné qu'Hermione sache utiliser un sortilège protéiforme qui est du niveau des aspics. Alors, c'est marqué à ce moment-là, j'ai noté un détail. C'est marqué que Ron, quand il voit Hermione arriver avec un panier plein de galions, il pense que ce sont de vrais galions d'or. Et ça le rend un peu tout chaud. C'est dit qu'il devient tout excité quand il voit tous ces galions. C'est Un peu Kira Culkin dans la scène de Succession que tu as vue hier soir, Comment, quoi? dans son bureau. Ah non. Oui, je suis en train de découvrir cette série Succession. Et je prends très au sérieux la série Succession. Et je tiens à dire aux Potterheads qui nous écoutent que là, on a regardé les 3 premiers épisodes. En tout cas, les épisodes 2 et 3 sont réalisés par Mark Mylod, qui est en train de réaliser la série HBO. Ça promet. J'espère que C'est pour ça, on quand sera pas sur des thématiques Quand similaires. tu m'as dit que le réalisateur de la série avait réalisé Succession, En partie, ouais. dans ma tête, j'ai fait Succession, HBO, Harry Potter. Ok, d'accord, ça va être sympa. Directed by Mark Mylod. Je tiens à dire que je suis très fan de la série Succession Oui, et que oui. je vous conseille grandement de la regarder, Oui. surtout dans le contexte politique, médiatique actuel. Ouais. Alors, en plus, Succession, c'est étonnant parce que c'est une série avec une thématique qui n'a rien à voir avec Harry Potter. On est dans le monde réel, même dans le monde très réel, hélas. Et surtout, on est aux États-Unis, etc. Et pourtant, on a réalisateur de la série Harry Potter. On a le comédien qui va jouer Voldemort dans les futurs livres audio audibles là, qui arrivent dès la semaine prochaine. Enfin, ouais, du coup, c'est assez marrant de voir tous ces ponts-là. Bon, on retourne à Poudlard. Donc Terry Boot s'étonne même qu'Hermione n'ait pas été répartie à Serdaigle, et cette dernière confirme que le Choixpeau a envisagé de l'envoyer à Serdaigle avant finalement de décider Gryffondor. Alors, la question qui se pose ici, c'est est-ce que Hermione aurait eu sa place à Serdaigle? Moi, je pense que oui. Et si elle avait été à Serdaigle, ça aurait été quoi son destin finalement, quoi? Là, on est dans le côté fanfiction, mais on voit bien que le Choixpeau magique a vraiment hésité. Alors, en plus, il n'y a pas ce truc d'Horcrux, comme entre Gryffondor et Serpentard pour Harry. D'ailleurs, Hermione, on parle d'une hésitation, mais elle n'est pas chapeau flou, ça n'a pas duré 5 minutes. Mais quand même, le Choixpeau a hésité. Enfin, elle a failli vraiment se retrouver à Serdaigle. Qu'est-ce que ça aurait été le destin d'Hermione s'il avait été à Serdaigle? Du coup, peut-être qu'elle aurait jamais été amie avec Harry et Elle Ron. se serait enfermée encore plus dans les livres, je pense, Ouais, peut-être. peut-être. Hein. C'est intéressant et c'est cool. J'avais un petit peu oublié qu'elle en parle là juste au détour d'une réplique. Ouais, elle avoue que le Choixpeau a hésité. C'est intéressant. Harry dit à Hermione que ces galions lui font penser à la marque des Mange-Morts. Hermione avoue à voix basse s'en être inspirée, même si elle précise que les chiffres sont gravés sur les pièces et non pas sur la peau. C'est une Harry, différence. oui, Harry approuve cette différence, il approuve ce choix, mais il note qu'il faut qu'ils fassent attention à ne pas dépenser leurs galions par inadvertance. Ce à quoi Ron dit que de son côté, il n'y a aucun risque parce qu'il ne possède aucun autre galion sur lui. Bon, là j'ai noté, il est pauvre, on a compris, c'est la 2e fois. Ouh, le mépris de classe. Non, mais dans le texte, c'est un peu abusé. Genre, il voit les galions, il est là, oh, ouais, des galions. Et après, il fait, bon, bah, de toute façon, je vais pas pouvoir le dépenser, c'est le seul galion que j'ai. Ouais, mais je pense Bon. que Ron, en fait, il est frustré de pas avoir d'argent parce qu'il aimerait bien dépenser plein de trucs, en fait. Oui, En oui. vrai. Oui, bah, comme quand il a les faux galions à la Coupe du Monde de Quidditch, quoi. Il en profite. Bah oui, Voilà. c'est ça. Les réunions finissent par être mises sur pause à l'approche du premier classico de la saison. Gryffondor contre Serpentard, bien sûr. Angelina veut que l'équipe s'entraîne chaque jour pour mettre toutes les chances de leur côté. Il y a beaucoup d'effervescence autour de ce match à venir, notamment dû au fait qu'il n'y avait pas eu de tournoi de Quidditch l'année dernière, à cause du tournoi des 3 sorciers, évidemment. Cette excitation se ressent même chez les directeurs de maison, et notamment chez le professeur McGonagall, qui s'abstient de donner des devoirs durant la semaine qui précède le match, pour permettre à ses joueurs de s'entraîner le plus possible. Bon, elle dit, officiellement en cours, elle dit que c'est parce que ils ont suffisamment travaillé. Bon, officieusement, c'est pour permettre à l'équipe de Gryffondor de s'entraîner. J'adore
McGonagall et sa passion pour le Quidditch. Ouais, c'est ça. Je crois qu'elle dit, j'ai pas relevé ici, mais elle dit qu'elle s'est habituée à voir la coupe de Quidditch dans son bureau et qu'elle a absolument pas envie de la redonner à Rogue. On peut la comprendre. Bah, justement, en parlant de lui, Rogue se la joue beaucoup moins sportif que McGonagall. Il fait en sorte de réserver le terrain de Quidditch le plus souvent possible pour empêcher les Gryffondors de s'entraîner. Et il fait la sourde oreille lorsqu'on lui rapporte que des Serpentards lancent des sorts contre l'équipe adverse. Par exemple, le gardien des Serpentards qui a été surpris en train de jeter un sort sur Alicia Spinnet, qui s'est retrouvée avec des sourcils si longs qu'elle ne voyait plus rien. Petite question pour toi, Marina. Est-ce que tu sais c'est quoi la formule de ce maléfice? Emmanuel Chanus. C'est Est-ce quoi? que t'as compris ma ref? Non, je sais quoi, c'est qui? Emmanuel Chin. Mais c'est qui? C'est un présentateur qui avait des gros Ah, sourcils. ok. Non, il y a vraiment une vraie formule. Tu l'as pas? Non. C'est le François Fionus Maxima. Toi, tu m'as piqué ma ref, tu m'as piqué ma en fait, je suis trop blague. deg parce que je voulais que tu réfléchisses vraiment en mode canon, quoi. Bah non. Et bon, en fait, t'as balancé une ref que j'ai pas. Tape Emmanuel Chin vite fait, tu vas voir. Mais je préfère mon François Fionus Maxima pour le sort lancé contre Alicia Spinnet. Harry se veut confiant pour le match, d'autant que Gryffondor n'a jamais perdu contre Serpentard, en tout cas depuis que Harry est là. Ron s'améliore de jour en jour aussi, même s'il manque parfois de confiance en lui, et ça lui arrive de paniquer lorsqu'il commence à encaisser des buts aux entraînements. Mais d'un autre côté, il fait parfois des arrêts spectaculaires. Un jour, son acrobatie est d'une telle prouesse que toute l'équipe l'applaudit, et Fred et George, ça m'a fait rire ça, Fred et George annoncent même envisager d'annoncer publiquement un lien de parenté avec lui, chose que, selon eux, ils ont toujours cherché à nier depuis 4 ans. Ils sont vaches quand même, hein. Mais bon, c'est rigolo. Ah, puis comme s'ils pouvaient nier leur lien de parenté. Oui, mais la scène est vraiment trop drôle, quoi. J'espère que c'est le genre de petits détails, justement, qu'on aura dans la série HBO, quoi. Ce serait trop bien qu'ils les gardent. En fait, Harry s'inquiète de la réaction de Ron face aux critiques et aux intimidations des Serpentards. Lui en est presque immunisé après les avoir subis depuis déjà 4 ans. Mais pour Ron, ce premier match, ça sera le grand bain. Et en effet, lorsque des élèves de 7e année narguent Ron un jour en lui demandant s'il a réservé son lit à l'infirmerie le jour du match, ou lorsque Drago limite en train de lâcher le soifle à chaque fois qu'il le croise, eh bien Ron ne dit rien, son teint devient verdâtre et ses oreilles rouges vifs. Tu vois, après, c'est dur de pas penser aux Serpentards comme les vilains, quoi. Bah, Après, c'est ça, ce que le livre nous fait ressentir, parce qu'à chaque fois qu'ils parlent de Serpentards, ils se moquent, ils sont méchants, ils sont toujours dans le mauvais camp, donc on est du point de vue des Gryffondors, quoi. ouais, c'est ça. Même si objectivement, là on va le voir d'ailleurs dans ce chapitre avec le match de Quidditch, il y a quand même toutes les autres maisons qui se lient contre Serpentard. Enfin, Serpentard, ils sont vraiment isolés des autres, quoi. Oui, mais du coup, Serpentard est quand même Ostracisés. ostracisé. Enfin, bref. Bon, trop compliqué pour un dimanche matin. Ouais, dommage. Bah ouais, c'est ça, c'est que à la fois on est peut-être un peu biaisé par le point de vue de Harry, des Gryffondors, etc., parce qu'on est dans leur team. Après, objectivement, on l'a souvent dit, mais il y a quand même beaucoup de manichéisme autour de ça et c'est bien dommage. Niveau saison, niveau temps, on est parfaitement raccord parce que c'est dit dans le texte que le mois de novembre arrive dans ce chapitre, incroyable quand même, avec du froid, du givre et des courants d'air glacés dans le château. Ça, Là, on n'est moins pas cool. raccord. Ouais. Merci le réchauffement climatique. Après, bon, ils sont en Écosse aussi. Bon, peut-être qu'il fait un peu plus frais chez eux. Le sommet des montagnes autour de Poudlard se couvre de neige et certains élèves gardent leurs gants en peau de dragon dans les couloirs. Et on arrive petit à petit au matin fatidique du jour de match. Alors ça m'a fait rire là aussi parce que ce matin-là, quand Harry il se réveille, il voit Ron assis sur son lit tout droit et raide, le regard dans le vide. Le stress. On peut s'imaginer qu'il a passé peut-être toute la nuit à être comme ça. En même temps, je le Dans comprends, l'angoisse. parce que tout le monde va le regarder. Ouais. Tout le monde va être fixé sur lui. Bah là, on a souvent parlé du talon d'Achille de Ron, mais c'est ça, quoi. C'est à la fois, il veut sortir de l'ombre, il aimerait, tu vois, être un peu plus reconnu, faire des exploits, mais en vrai, il manque tellement de confiance en lui que ça va être un calvaire, quoi, cette journée pour lui. Et puis, je pense que même quand tu as confiance en toi, quand tu sais que tu vas subir des moqueries de la part du public des Serpentards, des huées, Ouais. pas trop envie d'y aller.
Non, c'est clair. L'ambiance est En pas fait, les bonne. Serpentards, c'est les hooligans. Bah, c'est ça. Et puis, en fait, comme le dit souvent Hermione, tu vois que ça crée plus de tension qu'autre chose, en fait, le Quidditch à Poudlard, hein, hélas. Hein. Comme le Ouais, foot. ouais, ouais, c'est ça. Ron acquiesce silencieusement quand Harry lui demande si ça va, mais Harry trouve qu'il a le même teint que quand il avait vomi des limaces en 2e année. Il le motive en disant qu'il a besoin de prendre un bon petit déjeuner. Alors une fois arrivé à la grande salle, en longeant la table des Serpentards, Harry remarque que beaucoup d'entre eux portent des badges en forme de couronne et certains font des coucous à Ron. Il emmène Ron loin des Serpentards sans avoir le temps de lire ce qu'il y a décrit sur les badges, et lorsqu'ils arrivent à la table des Gryffondors, ils sont acclamés avec beaucoup plus d'enthousiasme naturellement. Alors j'ai appris un nouveau mot dans ce passage. Je vous cite le texte. C'est marqué: loin d'améliorer l'humeur de Ron, les vivats semblèrent achever de lui saper le moral. Vous connaissez ce mot, les vivats? C'est des acclamations, non? Ouais, c'est ça. Ouais. Et j'ai regardé en anglais, le mot utilisé, c'est simplement cheers, qui est un mot très commun. Et mais des fois, on sait pas trop. Jean-François Ménard, il aime bien utiliser des petits mots comme ça, venus de nulle part. En vrai, je savais pas, je viens de regarder. Oui, les vivats. Ouais, Pourquoi? Ça aurait pu être les applaudissements, les acclamations, mais non. Mais on découvre du vocabulaire grâce à Jean-François Ménard de temps en temps. Et là, je l'ai pas noté, mais en le relisant, ça me rappelle ça. C'est une nouvelle fois la preuve que la grande salle, et j'en en démordrai pas, n'est pas dans l'imaginaire de l'autrice comme elle est dans les films. Parce que là, ça fait. En fait, si tu l'imagines comme dans les films, cette scène n'a aucun sens. Parce qu'en fait, Harry et Ron, ils arrivent dans la grande salle et ils longent la table des Serpentards avant d'arriver à leur table. Or, si les tables, elles sont alignées face à l'entrée comme dans le film, c'est pas possible. En fait, tu vas directement à ta table. Donc, une nouvelle fois, désolé, mais la preuve que la grande salle Ou, n'est pas comme Oui. l'autrice l'imaginait. après, l'autrice s'imaginait peut-être comme ça, mais pour les films, ils ont placé dans le mauvais ordre les tables des maisons. Non, mais c'est pas une question d'ordre, c'est une question de disposition des tables. Bah si, parce que regarde, Ah non, non, Parce comment que- ce débat? C'est pas possible. admettons, parce que dans le film, c'est quoi? C'est Serpentard, Ouais. Poufsouffle, Ouais. Serpentard, je crois qu'ils sont tout à gauche et Gryffondor Oui. tout à droite. c'est ça. Bah imagine si Serpentard, il était au bout de ce côté de l'allée et Gryffondor de ce côté. Bah Côte à forcément, côte, il tu vas passe. dire. Bah oui. Que les tables soient parallèles. Mais même si les tables sont parallèles et qu'on est dans cette disposition des films, il suffit que tu prennes l'autre côté du banc et tu ne longes pas la table des Serpentards. Donc là, en fait, ça donne vraiment la sensation qu'ils doivent passer devant toute la table de Serpentard pour rejoindre leur table à eux. Tu vois? Ça va me perturber si dans la série ils changent les Ouais. tables. Bah, je sais pas. Non, je pense pas qu'ils la changeront. Mais en vrai, s'ils veulent vraiment coller au texte, ils doivent la changer parce que pour moi, c'est très clair. Et je fais une petite référence au croquis que j'avais balancé sur Patreon pour expliquer comment était. C'est juste que c'est à l'envers en fait pour moi, mais ça fait sens. Bah oui, mais c'est pas possible. Enfin bref. Si, je t'en remontrerai le plan et tu reliras par rapport au plan et tu vas. C'est sûr que J.K. Rowling l'imaginait comme ça. Pour moi, ça fait pas de bon sens dans les films. Ron est en plein stress et il en vient à se demander pourquoi il a postulé dans l'équipe. Harry tente de le rassurer en lui rappelant son magnifique arrêt de l'autre jour, mais Ron avoue à voix basse que c'était un hasard. Il a fait cet exploit sans faire exprès. Harry est surpris, mais il se reprend rapidement pour rien laisser transparaître, et il explique que parfois, la victoire se joue sur quelques hasards dans le sport. Ils sont rejoints par Hermione et Ginny, qui demandent à Ron comment ça va, et Harry répond à sa place en disant que Ron a seulement le trac. Hermione note que c'est une bonne chose d'avoir le trac, comme avant un examen par exemple. Est-ce que toi, t'étais du genre quand même à avoir le trac avant les examens en cours et tout? T'étais team un peu Oui. Hermione et Ron là-dessus? Bah qui ne stresse pas avant un examen? Non mais vraiment au point, est-ce que c'était vraiment Ron où ça te rendait malade ou pas? Je prenais des Imodium Ouais. par centaines, avant, pendant, après. Tu retournais aux toilettes 3 semaines après ton examen. Le pire, c'est pour les oraux. Enfin, je crois que j'ai jamais autant stressé ma vie qu'avant un oral, en fait. Hein. Ouais, les oraux, c'est ce qu'il y a le plus stressant. Hein. Surtout quand tu passes au milieu ou en dernier, quoi. C'est terrible. Ouais. Surtout que ce truc d'oral, ça te quitte jamais vraiment. C'est un peu comme un entretien d'embauche ou. Les entretiens, je stresse jamais pour les entretiens. Ah ouais? Ouais. Enfin, moi, dès lors qu'il faut se présenter, tu vois, oralement, ça peut être une source de stress, ouais.
Après, les épreuves par écrit, pour moi, c'est moins stressant. Enfin, oui, j'avais toujours le petit trac, mais pas autant que les oraux. Pour moi, c'était vraiment les oraux. Mais ça, c'est les trucs des gens plus ou moins timides. Petit tip pour les entretiens d'embauche, ce qui m'a donné un déclic il y a quelques années, c'est que je me suis dit, en fait, j'ai pas à stresser pendant l'entretien d'embauche parce que moi, je dois me présenter et me vendre. Mais en fait, le patron, il doit aussi se vendre. En fait, Oui. c'est un échange. Oui. Il n'y a pas que moi, en fait, qui dois montrer mes qualités, parler de mes défauts. Il y a le patron aussi. Et en fait, quand le patron me demande est-ce que vous avez des questions? Bah ouais, j'en ai plein à chaque fois. Parce qu'en fait, il y a des questions, je veux voir comment il réagit, comment il répond. Enfin, en fait, c'est un échange. Alors après, je le conçois que parfois, on n'a pas le choix, en fait, de devoir choisir son entreprise parce qu'on a vraiment besoin de ce travail. Mais après, moi aussi, j'ai vraiment besoin d'un travail, mais je me dis pas au détriment de ma santé mentale, plus jamais, et ma santé physique. Et en fait, c'est au patron aussi de se vendre. En fait, il y a la première partie où toi, en fait, tu te vends, tu parles de toi et tout. Et c'est même pas vendre, t'es toi-même, en fait. Et ça lui plaît pas, bah tant pis. Mais utilisez la deuxième partie quand il vous demande est-ce que vous avez des questions? Bah ouais, en fait. Utilisez-le pour poser plein de questions sur l'esprit d'entreprise, le poste exactement, comment il conçoit le poste pour lequel vous prétendez vous postuler, sa vision des choses, c'est hyper important et ça va vous dire tellement, tellement sur l'entreprise et sa façon de manager. Donc ouais, utilisez. Et c'est pour ça que du coup, ça me stresse plus du tout parce que ça va dans les deux sens. Voilà. Ah, pour être passé de l'autre côté, moi, j'ai fait passer des entretiens d'embauche. Et ben, alors, je sais que j'étais pas tout seul. Moi, ça me faisait rien. Mais mes collègues étaient stressés. C'est-à-dire qu'il faut aussi des fois se dire que ça se trouve, la personne qui vous fait passer l'entretien, elle est pas très rassurée non plus d'être à cette place. Alors bon, quand c'est le big boss, Moi, à chaque voilà. fois, c'est les big boss. Bon, en vrai, effectivement, des fois, les candidats peuvent te poser des questions qui peuvent te déstabiliser en tant que recruteur. Donc, en fait, effectivement, c'est important de se dire que c'est une discussion et pas une évaluation à sens unique. Ça, c'est clair, ça permet peut-être de Et se en fait, détendre. c'est juste le point de départ où vous choisissez de ne pas donner tout le pouvoir sur votre vie à votre big boss, en fait. Oui, c'est ça, parce que toi, tu as besoin d'un taf, mais eux, ils ont besoin de quelqu'un. Donc, En fait, si t'es là, ça c'est qu'ils ont besoin de c'est quelqu'un. réciproque, en fait. Ouais, c'est ça. Donc, Et aussi poser la question que je pose toujours, et ça se voit quand ils montent, c'est est-ce que c'est une création de poste ou est-ce que vous remplacez quelqu'un? Et si vous remplacez quelqu'un, pourquoi cette personne est partie? Je la pose tout le temps, cette question. Et la majorité du temps, ils me mentent et ça se voit. l'oral qui m'a fait le plus stresser, je pense. Avec du recul, je me dis, bah, en fait, en plus, c'était bête. C'est quand j'avais essayé d'intégrer une école de cinéma. En fait, j'ai fait un BTS, puis c'était soit la fac, soit l'école de cinéma. Et je voulais tenter la grande école de cinéma à Paris, parce que je me suis dit, si je la tente pas au moins une fois, je vais regretter. Et j'avais stressé parce que en plus, on nous brief en mode, ils sont pas sympas, et des fois, en fait, ils vont essayer de piéger les candidats justement pour voir comment tu réagis. Et élitistes. Quoi? Ils sont élitistes. Ah oui, bah, c'est complètement ça. D'ailleurs, j'ai pas été pris notamment parce que je sortais de bac+2 et qu'ils trouvaient que j'étais trop jeune et que j'habitais la campagne et que ça leur faisait peur que je vienne vivre à Paris, hein. Voilà. Et Donc, que tu ne paraissais pas venir d'une famille assez fortunée pour te payer voilà. un bon appartement. En gros, ils m'ont demandé, vous êtes sûr que vous allez pouvoir vous loger à Paris? Je fais, en quoi ça a lien avec le fait Alors que qu'en j'ai plus, ma t'avais place un en tant que super bon monteur? plan. Mais oui, en plus, j'avais le... Bon, bref. Mais on était briefés, et notamment, alors je sais pas si c'est une légende urbaine, mais on nous a dit, attention, parce que ils peuvent, par exemple, poser des questions du mode, est-ce que vous êtes vierge? Juste pour voir comment tu réagis. Et en fait, peu importe ce que tu réponds, comment tu réagis, eux ils te disent, non, mais votre signe astrologique, est-ce que vous êtes vierge? Voilà, ce genre de petit piège comme ça, juste pour voir tes réactions. Donc forcément, quand tu sais ça, bah, tu stresses un peu en mode comment ils vont me cuisiner. Puis en fait, bah oui, ils m'ont cuisiné, mais finalement, j'en suis sorti de là en mode, je pense pas que je vais être pris. J'ai pas été pris au final, mais finalement, j'ai pas trop aimé comment l'entretien s'est déroulé. Très Donc, parisien, ouais. ou centré. Après, voilà, on n'a pas tous la même expérience, mais Petit c'est cercle. la mienne. Oui, mais en même temps, heureusement, parce que j'aimerais pas intégrer une école aussi. Oui. Finalement, est-ce que tu as des regrets? Parce que Non, j'ai pas quand eu tu de- sais à quelle sur la le mentalité de l'école, J'étais ultra triste pendant quelques mois, et puis après, je suis passé à autre chose. En fait, j'aurais pu retenter cette école parce que c'est une école
que beaucoup de gens obtiennent veux au pas bout de la bon, oui, c'est la Fémis à Paris, voilà, elle existe toujours. Donc, souvent, les gens peuvent passer 2-3 fois l'entretien avant de rentrer. Puis ça Et se saurait si tout le monde. je l'ai pas fait. Si tous J'ai ceux décidé de pas sortaient le de la faire. Fémis réussissaient dans le monde du cinéma. Ça m'a pas empêché de faire la fréquence 9-3 quarts et faire le podcast avant ça et faire plein d'autres trucs. Bah oui, parce que nous qui venons de province, dans Ah. le sud, nous sommes des pouilleux, La campagne. les couilles. Mais tu vois, on divague trop quand on Oui, oui, bah tous les justement, j'allais deux. te couper là en mode allez, on revient dans la grande salle. Mais en fait, c'est parce qu'on n'a pas d'invité, donc on n'a pas besoin de bien se tenir, tu vois. N'oublie pas qu'on est en live. C'est- Luna fait à son tour son arrivée après avoir quitté la table des serres d'aigle. Elle porte un chapeau avec une tête de lion grandeur nature, ce qui lui vaut quelques regards et des moqueries. En tapotant le chapeau avec sa baguette, Luna fait rugir la tête de lion et le cri est tellement réaliste que tout le monde sursaute. Luna est contente de son effet, puis elle explique qu'elle voulait ajouter un serpent qui se serait fait dévorer par le lion, mais qu'elle a manqué de temps. Puis elle s'éloigne en souhaitant bonne chance à Ron. C'est là d'où vient le titre du chapitre, un peu énigmatique, hein, le lion et le serpent. Ça vient évidemment du match de Quidditch, mais peut-être plus précisément vis-à-vis du chapeau de Luna. Alors, si ça vous fait bugger que tout ça se passe dans le tome 5, c'est normal parce que si vous avez surtout les films en tête, bah, en fait, cette scène, par exemple, le chapeau de Luna, et puis le stress de Ron avant son match et tout, bah, c'est dans le 6e film. Voilà. En fait, ça a été décalé parce que dans le 5e film, dans l'Ordre du Phénix, il n'y a pas de Quidditch. Ils ont fait l'impasse sur le Quidditch. Donc, en fait, toutes les scènes, par exemple, ce chapitre-là, en tout cas, le début, il est dans le 6e film et c'est mixé avec la scène du Félix Félicis. En fait, dans Ah le oui, film. bah oui, c'est bien ce qui me Voilà. semblait. Ouais. Donc là, c'est comme si on attendait qu'il y ait le Félix mais Félicis. pourquoi enfin, c'est bizarre. Mais ouais, c'est bizarre parce que je me suis dit, ah, attends, pourtant Ouais. il prend pas de Félix Félixis, pourquoi je pense à ça Tu penses à ça parce que tu as le film en tête, mais c'est juste qu'ils ont déplacé cette scène dans le 6e film parce que dans le 5, ils ont décidé de. Enfin, comme le livre, il fait 1000 pages, ils ont coupé plein de trucs et puis ils ont choisi que le Quidditch n'était pas essentiel à l'histoire dans ce tome-là, ce qui n'est pas tout à fait faux. Hein. Donc, ça changeait rien de supprimer le Quidditch, donc ils l'ont fait. Par contre, dans le 6, où ils ont plus de temps de mettre plein de détails, ils ont récupéré ces scènes-là de Quidditch. C'est au tour des 3 filles de l'équipe, Angelina, Cathy et Alicia, de s'approcher des garçons en leur demandant de les rejoindre sur le terrain dès qu'ils sont prêts. Harry voudrait d'abord que Ron avale quelque chose, mais ils se rend vite compte que c'est peine perdue. Alors tous deux se lèvent pour se rendre au vestiaire. Hermione en profite pour glisser discrètement à Harry que Ron ne doit surtout pas voir les badges que portent les Serpentards, mais elle n'a pas le temps d'en dire plus car Ron n'est pas loin. Elle leur souhaite bonne chance en gratifiant Ron d'un bisou sur la joue. En quittant la grande salle, Ron retrouve peu à peu ses esprits tout en se caressant la joue à l'endroit où Hermione venait de poser ses lèvres. Alors moi je me demande si c'est pas le premier bisou d'Hermione à Ron ici. Hein. Je crois Ouais, pas qu'elle l'ait embrassé dans le livre. Hein. Non. Ouais, parce qu'ils sont anglais, donc ils sont pas la bise. Oui, c'est ça, c'est que les Anglais ils sont beaucoup plus pudiques sur ce genre de choses. Enfin, vraiment de faire un bisou à quelqu'un, c'est genre des fois faut pas le faire parce que ça peut les choquer des Britanniques Ouais, en c'est fait. ça. Donc c'est une vraie marque d'affection. Et puis d'ailleurs, elle leur souhaite bonne chance à tous les deux, mais elle n'embrasse que Ron. Elle n'embrasse pas Harry. Oui. Ouais, mais c'est parce qu'Harry, il est habitué et tout, et Ron, il est vraiment méga stressé. Ouais. Après, c'est possible. Peut-être qu'elle l'a déjà embrassé, mais quand Hermione, des fois, elle est un peu. Voilà. Mais d'ailleurs, je me demande, dans la coupe de feu, quand ils se réconcilient, est-ce qu'elle leur fait Ah, mais pas c'est un. pas un câlin. Ouais, c'est des peut-être un câlins câlin, plutôt. ouais, je sais. Ouais. En tout cas, là, il y a vraiment une dimension où c'est. Voilà, je te fais un bisou parce que t'es différent. Affaire à suivre. En passant devant la table des Serpentards, Harry prend le temps cette fois de lire ce qu'il y a écrit sur les badges, et c'est écrit « Weasley est notre roi ». Alors Harry, il sait pas trop quoi en penser, mais il a un mauvais pressentiment par rapport à ça, évidemment. Mais pour le moment, il se concentre sur Ron et il l'accompagne jusqu'au stade où ils sont accueillis par une température glaciale. Malgré le froid, le temps est encourageant parce que le ciel est gris et il n'y a pas de vent, l'idéal pour un match de Quidditch. Arrivé au vestiaire, Angelina donne à l'équipe ses dernières instructions, tandis que Ron tente d'enfiler sa robe de gardien à l'envers et la capitaine est obligée de s'interrompre pour lui venir en aide. On voit tout le stress de Ron, là, c'est palpable. Au dehors, ils entendent les gradins se remplir peu à peu. Angelina donne la composition de l'équipe adverse. Les 2 anciens batteurs ont été remplacés par un certain Crabbe et un certain Goyle. Tiens.
Harry et Ron expliquent qu'ils les connaissent et qu'ils sont tout aussi idiots que Derek et Ball, les 2 anciens batteurs qu'ils remplacent. Le bruit de foule s'intensifie à l'extérieur, certains spectateurs lançant bientôt des chants. On va y revenir. Ron se tient le ventre, la mâchoire serrée par l'angoisse, comme Marina avant un oral. Puis Angelina leur dit bientôt que c'est l'heure, et l'ensemble de l'équipe entre sur le terrain, leur balai sur l'épaule. Ça y est, c'est l'heure. It's time. Ouais. Les joueurs de Serpentard les attendent déjà, tous abordent le même badge. Montag, le nouveau capitaine de l'équipe, rappelle Dudley à Harry, de par son physique. Et je pense son caractère, on va vite le voir. Harry croise le regard de Drago, toujours aussi arrogant entre ses 2 acolytes, Crabbe et Goyle. Madame Bibine, qui arbitre le match, demande au capitaine de se serrer la main et Angelina reste impassible lorsque Montag essaie délibérément de lui écraser les doigts. Petit point sur Montag, qui là prend un petit peu d'importance. On voit, c'est le nouveau capitaine de l'équipe. Marina, qu'est-ce que t'évoques ce nom? Est-ce que t'as plus du tout de souvenirs ou Ça me fait penser à Montaigne, mais c'est pas la bonne personne. Montaigne, non. Il va revenir un petit peu plus tard, dans le tome 5. Est-ce que ça te dit? Et en fait, il va avoir son importance malgré lui. En fait, ça va se passer dans le tome 5, là, un peu plus tard, et puis ça aura son importance pour dans le tome 6. Non, je m'en rappelle plus du tout. Ah, tu t'en souviens plus du tout? Alors, bon, Je déjà. vois les réponses dans le chat, mais du coup, je vais Ah, pas tu dire parce qu'ils savent. vois, bah oui, bah eux, ils savent. Ils savent, évidemment. Alors, déjà, avant ça, on avait déjà eu son nom parce que il faisait partie de l'équipe de Serpentard déjà. Il n'était pas capitaine, c'était Marcus Flint, le capitaine, mais Pourquoi tu m'as... Bah, parce que je sais, parce que tu as une question que je sais que tu sais, parce qu'il y a eu une question dans l'after show du Trial Poursuite. Bref, dans le tome, donc on a eu son nom Mais j'ai oublié. dès le tome 3. Et donc ici, il remplace Marcus Flint au poste de capitaine. Et un peu plus tard, il finira par rejoindre la brigade inquisitoriale aussi. Et surtout, et là, c'est là où les patronus nous l'ont dit dans le chat, un peu plus tard, Fred et George, ils vont le faire entrer tête la première dans l'armoire à disparaître du 1er étage. Et il sera retrouvé quelques jours plus tard bloqué dans les toilettes du 4e étage. Et c'est cet incident, et c'est là où c'est important, qui va inspirer Drago pour sa mission dans le tome 6, pour faire rentrer les mange-morts à Poudlard. Parce qu'en fait, Montag explique qu'il entendait ce qui se passait dans la boutique, dans l'allée des embrumes, et ce qui se passait à Poudlard. Et là, Drago fait l'association. Il se dit, mais en fait, cette armoire-là est connectée à celle qu'il y a chez Barjo et Burke, donc je peux m'en servir pour faire rentrer les mange-morts. Sauf que, suite à cet incident, l'armoire à Poudlard est cassée. Donc en fait, il passe tout le tome 6 à essayer de la réparer. Donc quand même, un personnage qui a une petite importance. Okay. Alors évidemment, ce détail est complètement évacué dans les films. Le personnage de Montag, je crois qu'il est casté, mais il est inexistant, quoi. Alors Madame Bibine siffle et les 14 joueurs s'élèvent dans les airs en même temps que les balles sont lâchées. Harry prend de l'altitude en évitant un cognard, déjà à la recherche du vif d'or. Le commentaire du match est assuré par Lee Jordan, étroitement surveillé par le professeur McGonagall, et pour cause, il commence son commentaire par vanter les mérites d'Angelina, tout en regrettant qu'elle refuse de sortir avec lui. Il utilise sa place de commentateur pour balancer en même temps, des messages. Les profs, ils le cherchent, hein, parce que depuis le premier tome, à chaque fois, il est en roue libre dans ses commentaires. Il y a vraiment personne d'autre. Surtout c'est les commentaires des mecs sur YouTube là, oui. En roue libre pour je sais plus quelle chaîne de sport. Ouais, moi j'adore les commentateurs internet. Ça change tellement, quoi. Mais ouais, puis plus tard ça sera Luna Lovegood. Alors là, ça sera encore autre chose. Hein. Malgré le sifflement du vent, Harry tente de suivre les commentaires du match pour savoir ce qu'il se passe, tandis qu'Alicia se rapproche du but adverse avec le soifle. La chanson chantée par les Serpentards résonne maintenant dans tout le stade. Alors, est-ce que je chante la chanson ou pas? Est-ce que je tente un truc? J'ai rien prévu. Voilà. Bah, vas-y. Je me souviens même pas de l'air. C'est quoi l'air? Il y a un air? Bah, il n'y a pas d'air parce que c'est un livre. mais non, mais dans le film, il est chanté ou pas? Non, bah, dans le film, il n'y a pas ce... Ah, peut-être dans le 6e film, je sais pas. Oui, c'est... Non, tu m'as demandé hier soir, mais arrête de taper. Pourquoi tu tapes? Oui. Oui, mais c'était pour ça. Alors, tu peux faire ça? Non, mais... Sur la table. Alors, je remets dans le contexte. Hier soir, c'était plutôt... Ouais, il était cette tard. nuit, il était 1h30 du mat. J'avais la tête posée sur l'oreiller et j'entends résonner dans mon oreille. Je me dis, qu'est-ce qui se passe?
Et j'envoie un message, c'est toi qui tapes? Oui, pardon. Il est 1h30. Et après, il se demande pourquoi des fois je lui lance un regard noir quand il vient se coucher. Ouais, je pensais pas que ça faisait autant de bruit. Vas-y, tu tapes avec moi. Fais comme ça. Voilà, allez, sur le même rythme. C'est bon? Tu sais que j'ai pas de rythme. Allez, suis mon rythme. 1, 2, 3, 4. Oui, Isley est un grand maladroit. T'as pas besoin de chanter, hein? Attends, non, parce que si t'essayes de chanter, ça va être. On va pas le faire. Non, juste tape. Attends. Bah, je sais que ça va être une cata si on le fait en impro tous les deux, ça va. Attends, vas-y. Juste tape. Comme ça m'aide. Ok. Après, tu pourras essayer tout à l'heure. Ok, c'est bon? 1, 2, 3, 4. Oui, Isley est un grand maladroit. Il rate son coup à chaque fois. Voilà pourquoi les Serpentards chantent avec joie. Oui, Isley est notre roi. Oui, non, je change pas le rythme. Oui, Isley est né dans un trou à rats. Il laisse le soif entrer tout droit. Voilà pourquoi grâce à lui on gagnera. Oui, Isley est notre roi. Pourquoi t'as sauté, c'est sûr? C'est sûr parce que dans le rythme, je peux pas le mettre. Après, c'est une traduction, donc voilà, c'est peut-être un peu plus long en français. Mais oui, c'est à peu près le texte qu'il y a dans le livre, c'est pas tout à fait ça. Je sais pas, j'imagine un peu un air comme ça. Ok. J'ai très hâte d'entendre dans le livre audio dramatisé les chants, parce que je suis sûr que c'est chanté. Si c'est full cast edition avec des effets sonores et tout, il faut chanter les chansons, notamment l'hymne de Poudlard. Donc à quoi ça va ressembler dans le livre audio, j'ai très hâte. Moi, je vois plutôt... Weasley est un grand maladroit. Il rate son coup à chaque fois. Voilà pourquoi les Serpentards chantent avec joie. Weasley est notre roi. Weasley est né dans un trou à rats. Il laisse le soif entrer tout droit. Voilà pourquoi, grâce à lui, c'est sûr, on gagnera. Weasley est notre roi. Voilà, en mode foot. Oui, ça marche aussi. T'as avec les gros... Et vous êtes là. Les gros tambours, là. Je sais oui. pas, c'est pas tambour le mot, mais... Il y a un peu plus d'agressivité, tu vois. Ouais. On a donné sur le champ. Hein. Mais ça permet de se mettre dans l'ambiance un petit peu. Tandis que Lee Jordan tente de masquer la chanson par ses commentaires, de son côté, lui, Harry, bouillonne de rage. Angelina récupère le soif et tire, mais le but est sauvé par Bletchley, le gardien des Serpentards. Harry se déconcentre du vif d'or, le temps d'observer comment Ron va gérer cette première attaque offensive des Serpentards. Le poursuiveur Warrington s'approche à toute vitesse, il tire et il marque, provoquant les hurlements de joie de la part des supporters verts dans les tribunes. Ron a malheureusement laissé filer le soif entre ses doigts. Lee Jordan annonce l'ouverture du score à 10-0 en faveur des Serpentards. Alors, on l'avait déjà évoqué, mais c'est là où peut-être on voit que l'autrice est pas vraiment une experte en sport collectif, je trouve, dans sa création du Quidditch, parce que tout ce truc avec Ron là, ça donne vraiment l'impression que le gardien, il est nul s'il rattrape pas la balle, mais en vérité, dans un sport collectif où il y a un gardien, bah, le gardien, c'est le dernier rempart de la défense. En fait, toute la défense ne repose pas sur le gardien normalement. Il y a tous les défenseurs, il y a toute une stratégie de défense. Et le dernier rempart, c'est le gardien. La balle est pas censée arriver jusqu'au gardien. Oui. Oui. Moi, je suis pas une experte. Et là, en fait, le truc, c'est que bon, c'est pour que ça marche dans l'histoire et dans la psychologie, la dramatisation autour de Ron. Mais ça fait genre en mode... bon, bah, ça y est, les Serpentards ont le soif. Bon, bah, tout le monde regarde Ron. Bah, à mon avis, désolé, mais le Quidditch, ça marche pas trop comme ça, quoi. Saka Référence à The Office. Mais bon, dans l'histoire, évidemment, c'est quand même mieux que ça soit comme ça. Pour que Ron ait vraiment toute la pression sur ses épaules, quoi. Les supporters de Serpentard chantent à plein poumon « Weasley est notre roi », comme l'a fait Marina. Et Harry, déconcentré, se fait reprendre par Angelina, qui remarque qu'il n'est pas du tout concentré sur le vif d'or. Mais heureusement, Drago ne semble pas non plus avoir vu trace du vif d'or, et Harry l'entend même chanter la chanson à tue-tête. Ce petit crétin. Les Serpentards sont bloqués par un cognard de Fred ou George, on ne sait pas, même Lee Jordan.
Mais Cathy perd le soif qui est repris par Montag qui file droit vers les buts de Gryffondor, hélas. Et là, Cette fois, Harry ne regarde pas ce qu'il se passe du côté des buts de Ron, mais il reste à chercher le vif d'or à l'autre bout du terrain où il entend le gardien des Serpentards chanter lui aussi cette stupide chanson. Le bruit de la foule lui indique clairement que Gryffondor vient d'encaisser un 2e but. On peut se poser quand même la question, il y a vraiment personne dans le staff de l'école pour mettre fin à la chanson parce que c'est clairement insultant, quoi. après, c'est ce qui se passe dans les matchs de foot. Hein. Bah non, justement, en fait, quand, par exemple, si Ah t'as bah si, Non, ils mais... chantent Paris, Paris. Ouais, oui, d'accord, mais... tu C'est vois, clairement insultant. quand il y a des... Oui, c'est sûr, mais là, on est dans une école, quoi. On n'est pas dans, tu vois, au stade oui. Guichard, quoi. Mm. Donc, en fait, on est dans une école et en plus, même à l'échelle... Ouais, mais tu peux faire quoi? Tu vas punir toute la maison. Bah, t'arrêtes le match, hein. Tu sais, quand t'as des chants racistes, par exemple, ou des invectives qui sont entendues et surprises par les arbitres, en fait, ils mettent fin au match. Hein. Ouais, enfin, ça, c'est très, très récent, ça. Bah ouais, mais bon, c'est... Voilà, quoi. Donc là, on n'est pas sur du racisme, et encore que... On est quand même... Weasley vit dans un trou à rats. Bon, on pourrait... Enfin, je veux dire, Madame Bibine, elle entend forcément le chant, quoi. Bah, en Tout le fait, monde on va en l'entend, tous reparler les profs après, l'entendent. mais on va en reparler après dans Oui, ma partie, mais- du coup. Mais bon, on peut se poser la question, tiens, pourquoi personne ne fait rien alors que ce chant est clairement insultant. Encore une fois, ça sert bien l'histoire. Pour le moment, Harry se dit qu'il n'y a rien d'alarmant parce que 20-0, c'est rien au Quidditch. Bah oui, en fait, le fait d'attraper le vif d'or, c'est 150 points d'un coup, donc bon, effectivement, 20-0, c'est ok. Mais plus le temps passe, plus la situation empire. Ron encaisse 2 autres buts, ce qui donne à Harry encore plus l'envie de trouver le vif d'or rapidement pour mettre fin au carnage. Heureusement, Angelina finit par marquer, donc ça fait 40-10, et Harry entend le lion de Luna rugir dans les tribunes. C'est peut-être rien, mais ça lui redonne un peu de courage. Au moment où Pussey, un attrapeur de Serpentard, est en possession du soif proche de marquer, Harry le voit enfin. Le vif d'or est au ras du sol, du côté du terrain des Serpentards. Attends, un attrapeur peut marquer? Non, un poursuiveur. Je me suis trompé de... Non, Pussey, c'est un poursuiveur de Serpentard. J'aime bien son nom en français, Pussey. Pussey! Ça me fait penser à Pugsley. Non, c'est pas un attrapeur, c'est Drago, l'attrapeur de Serpentard, évidemment. Pardon, c'est un poursuiveur. Et au moment en fait où il voit le poursuiveur Pussey avec le soif, c'est là où Harry surprend le vif d'or proche du sol. Alors Harry plonge immédiatement dans sa direction, suivi de Drago. Le vif d'or se faufile entre les buts de Serpentard, ce qui arrange les affaires de Drago qui se trouve à sa gauche. Le vif d'or plonge à nouveau au sol. Harry donne toute la puissance de son éclair de feu. Lui et Drago ont tous les deux le bras tendu vers la minuscule balle, puis... En quelques secondes, Harry attrape le vif d'or sous les acclamations de Gryffondor, ou sous les vivas. oui, sous les vivas. Malfoy est tellement proche d'Harry à ce moment que les ongles lui griffent la main. La première pensée de l'attrapeur de Gryffondor est pour son meilleur ami. En scellant la victoire de son équipe, personne ne se souviendrait des buts encaissés par Ron. Mais à peine le match gagné, un cognard lancé par Crabbe le frappe violemment au dos et le projette au sol. Même s'il n'est qu'à 2 mètres au-dessus du sol, le souffle d'Harry se coupe au moment de l'impact. Le sifflet de Madame Bibine se fait entendre entre les huées et les hurlements. Angelina rejoint Harry pour savoir s'il va bien, mais bien sûr que non, il ne va pas bien, tandis que Madame Bibine dispute un des joueurs de Serpentard. Et à ce moment-là, Harry ne voit pas de qui il s'agit. Le capitaine de l'équipe de Gryffondor lui apprend que c'est Crabbe qui lui a lancé le cognard au moment où il a attrapé le vif d'or. À ce moment, Malfoy atterrit près d'Harry. Il est furieux et cache sa frustration derrière les sarcasmes. Pour lui, si Ron est un mauvais gardien, c'est parce qu'il est né dans un trou à rats. Sa propre chanson. Ouais. Malfoy lui demande ensuite si Harry a apprécié la petite chanson. Ignorant d'abord ses insultes, Harry tente de rejoindre ses coéquipiers qui célèbrent leur victoire. Tous sont là, sauf Ron, qui rentre seul, accablé au vestiaire. Là, il me fait trop de la peine, Ron. Ouais, parce qu'en plus, l'équipe a gagné, mais c'est surtout que quand Harry dit au moins j'ai attrapé le vif d'or, on a gagné, du coup, le fait que Ron ait mal joué, ça passera inaperçu. En fait, c'est pas tout à fait vrai. En tout cas, pas du tout Pas dans pour l'esprit de Ron. Ron, Hein. Ouais, ouais. pas pour Ron. Et pas pour les Serpentards. Et d'ailleurs, Malfoy dit que c'est sa chanson à lui, quoi. Donc c'est Oui. lui qui a écrit les paroles, visiblement.
Malfoy continue de les harceler verbalement et attaque cette fois les parents Weasley et la mère d'Harry. Au moment de l'écriture de la chanson, Malfoy voulait ajouter une mention sur Molly Weasley, mais il n'a pas trouvé de rime avec grosse et laide. C'est Ouais. incroyablement fort. Grosse et laide, hein, tous ceux qui adulent Drago Malfoy. Voilà. Et puis, tu sais, c'est vu comme des insultes. Après, voilà, c'est... Mais par exemple, admettons, moi je me vois comme grosse et moche. Oh, Non mais, et alors, tu vois? tout ça pour que le Enfin, chat dise « Mais non, mais non, Marina !» mais c'est comme ça que je me vois, tu vois? Et alors, quoi? Enfin, il faut... tout le monde est différent et voilà, quoi. Enfin, tout le monde n'est pas... Enfin, si, pour moi, tout le monde est beau parce que la beauté, c'est subjectif. Mais je veux dire, si tu te vois comme ça, et alors? Et puis si elle est grosse, et alors, tu vois? Enfin, Après, j'ai envie de te dire... ça ouais. m'énerve quand on insulte de gros quelque chose pour insulter, par exemple, avec le terme gros. C'est pas une insulte d'être gros, tu vois. Enfin, Ouais, et puis... si on me dit t'es grosse, bah oui, et alors? Enfin, merci, je le sais, tu vois. c'est tout le truc puéril d'attaquer à chaque fois les mamans, genre... Non, mais, c'est quoi ce mais, truc-là, même, genre... mais même les adultes attaquent les mamans, quoi. Mais Enfin, oui, j'ai jamais j'ai compris. jamais compris ce truc-là. Et puis surtout, ceux qui insultent les Pourquoi mères... on n'insulte pas les papas Oui, en plus? alors ceux qui insultent les mères des autres, c'est eux, il faut absolument pas attaquer leur mère. Un peu comme Drago d'ailleurs, parce que Ouais. tu vois, si t'attaques Narcissa Malfoy, attention, tu parles pas mal de ma mère. Il y a ce truc-là, c'est pas la première fois, on avait déjà eu ça sur Seamus Finnegan, mais parce que c'est un classique des insultes. Voilà. Hélas, Bah hein. oui, c'est plus drôle d'insulter les femmes. Mais c'est un peu comme Severus Rogue, quand on fait son procès par rapport au personnage du livre, là aussi, Drago Malfoy. Il faut un peu remettre Drago dans son contexte. Il fait des choses beaucoup plus ignobles encore que dans les films. Et là, le fait, tout ce passage-là, il est vraiment à charge contre Drago parce que là, vraiment, c'était absolument pas nécessaire de inexcusable. faire tout ça. Ouais, c'est inexcusable. Comme si c'était pas assez. Alors là, pour le coup, il s'attaque aussi au père, puisqu'il n'a pas réussi non plus à caser pauvre type, pour parler d'Arthur Weasley. Mais tu remarqueras que c'est pas une attaque sur le physique, sur le Non, papa. c'est ce que j'allais C'est dire. intéressant, ça. Bah, généralement, quand il attaque Madame Weasley, c'est plutôt sur le physique. Et à chaque fois qu'il parle d'Arthur Weasley, c'est pour parler de sa carrière. Oui, c'est ça. Arthur, c'est son travail au ministère. Et Molly Weasley, c'est le fait qu'elle est grosse et moche. Mm. Voilà. C'est alors que Fred et George comprennent de qui parle Malfoy. Angelina sent la nervosité de Fred et le retient par le bras. Ça semble donner de la force à Drago, puisqu'il continue et interpelle Harry et lui demande comment il peut passer ses vacances chez les Weasley avec cette odeur. Mais bon, il est peut-être habitué parce qu'il a grandi chez les Dursley. Donc ça doit rappeler l'odeur des moldus et l'odeur de sa mère. Mais ça n'a aucun fucking sens. Oui, l'odeur, hein, comme si... C'est- Et puis, en fait, il parle de l'odeur parce que pour lui, en fait, il avait déjà comparé le terrier comme une porcherie, en fait, un trou à rats. Je me pose une question, parce que là, c'est vrai que Drago, il cite les Dursley, mais je me demande si Drago a conscience que Harry déteste viscéralement son oncle et sa tante. Le fait qu'il ait grandi chez les Moldus, il se moque de lui par rapport à ça, mais je sais pas si c'est vraiment toute la vérité sur Bon, non, je pense sur le que c'est fait... pas. Enfin, après, peut-être qu'il s'en fiche, hein, mais... J'imaginais à ce moment-là, quand j'écrivais, la tête de la tante Pétunia entendant que quelqu'un disait que sa maison sentait Oui. mauvais. Alors que ça doit Elle sentir... l'aurait défonce. ça doit sentir le savon de Marseille, ça brille là-dedans. Ado ou pas, elle l'aurait défonce, je pense. Magie ou Ouais. Et donc, du coup, cette fois, c'en est trop. Harry et George perdent tout contrôle. Enragés, ils se jettent sur Malfoy et le rouent de coups, oubliant tout le monde autour d'eux. Madame Bibine intervient en leur lançant un maléfice d'entrave qui les sépare violemment. Elle leur crie dessus, outrée par leur comportement, tandis que Malfoy, à chaque fois, gémit au sol, le nez en sang, comme avec l'hippogriffe. Ouais. Mon bras! Dire à mon papa. Vous allez entendre parler de mon père. Sans discussion, elle ordonne à Harry et George de se rendre immédiatement dans le bureau de leur directrice de maison, le professeur McGonagall. Les deux garçons traversent le château en silence. Harry se rend compte qu'il tient toujours dans sa main le vis d'or qui l'a capturé et qui essaie de se libérer. Arrivé devant le bureau de McGonagall, il tombe sur elle, furieuse. Elle en arrache même son écharpe de Gryffondor et la jette par terre. C'est rare de voir perdre les nerfs quand même de McGonagall. Hein. Parce que là, je la vois bien vraiment
être en colère et perdre son sang-froid, en fait. Ah, surtout que ça touche un point sensible chez McGonagall. Elle est très stricte sur les règles de bienséance. Il faut bien présenter, il faut pas sortir des clous, quoi. Voilà, elle est très stricte comme prof et comme directrice de maison. Et puis là, en fait, c'est tout ce qu'elle déteste, en fait. C'est de se montrer en spectacle comme ça parce que pour elle, un élève de Gryffondor représente la maison Gryffondor et donc la représente elle. Ouais. Harry et George expliquent que Malfoy les a provoqués en insultant leur famille, chose qu'elle a entendue, hein, bien sûr, avec la chanson. Ouais, avec la chanson, déjà, ouais. Mais McGonagall ne veut rien entendre. Ils auraient pu demander à Madame Bibine d'intervenir au lieu de se conduire comme des moldus. Je sais pas ce qui l'a choqué le plus, en fait. Je pense qu'elle aurait été moins choquée de leur comportement s'ils avaient utilisé leur baguette magique. Bah, surtout, ça aurait peut-être été moins pire, ouais, dans les conséquences. Je Alors pense après, que le truc qui l'a vraiment outré, c'est Ouais. qu'ils se conduisent comme des moldus, en fait. Qui donnent des coups de poing et tout. Enfin, après, le truc, la violence, c'est jamais une solution. Parce Ouais. qu'en plus, 2 contre 1. Il le roue vraiment de coups. C'était presque 3 contre 1 d'ailleurs, hein, si on n'avait pas retenu l'autre jumeau. hein. Fred, ouais. Et franchement, la solution, c'est vraiment bateau ce que je dis, mais c'est jamais une solution parce qu'en plus, c'est pas comme si le fait d'avoir été roué de coups par 2 Gryffondors, ça allait faire changer la vision des choses de Malfoy. Au contraire, ça va encore plus le conforter dans son idée que, voilà, c'est des cons, quoi. Alors moi, le truc, c'est que je pense que s'ils avaient utilisé la magie, ça aurait rien changé par rapport à la sanction que va donner Ombrage là un petit peu plus tard, Oui. parce que elle est tellement pas Clairement. impartiale que finalement, voilà, ça aurait rien changé. Par Et pour contre, McGo peut-être que McGonagall, ouais, peut-être que elle aurait été en colère évidemment, mais c'est le fait que, bah, d'ailleurs, c'est marrant, hein, c'est-à-dire que le fait de perdre leur nerf, en fait, ils pensent même plus à la magie, c'est-à-dire que le réflexe, c'est la bagarre, quoi, Ouais. c'est de taper, quoi. Ça, Bah, finalement, c'est primaire, hein. ouais, c'est primaire. Enfin, c'est l'instinct primaire, quoi, de frapper. Parce que même si la violence, c'est pas la solution, je pense que ça nous est tous arrivé un jour Ouais. alors, soit on arrivait à le contrôler et c'est très bien, ou soit on n'a pas réussi à le contrôler un jour et on a perdu nos nerfs et voilà. Ouais, non, mais ouais. Non, mais je trouve ça apprécié. Puis c'est pas la première fois d'ailleurs que du coup, des sorciers, on arrive à se mettre des coups de poing et tout. On avait eu par exemple l'exemple de Arthur et Lucius Malfoy dans la boutique de Fleury et Bott dans le tome 2. Enfin voilà, même les adultes en fait, entre eux, les sorciers entre eux, adultes, des fois ils se foutent sur la gueule quand ils perdent leur nerf, ouais. Donc évidemment, la violence, elle est jamais justifiée. Alors après, juste le truc que je voulais dire, c'est que je l'avais déjà dit pour la chanson, je trouve que Madame Bibine a très mal réagi. Enfin, je veux dire, quand t'es arbitre d'un match, t'es pas là juste à faire en sorte que les joueurs respectent les règles du jeu, en fait. Et je veux dire, les relations entre les joueurs, c'est ultra important. Et par exemple, là, son erreur, je trouve, à Madame Bibine, alors je sais qu'on peut pas avoir des yeux partout, mais de s'être trop focalisé sur, je sais plus, c'est Crabbe ou Goyle, non, c'est Crabbe, je crois, qui lance le cognard, et ben en fait, elle voit pas du tout ce qui se passe à côté, sauf qu'elle devrait regarder un peu ce qui se passe autour d'elle. Et dès qu'il y a un conflit, normalement, l'arbitre, il est là, il essaye d'apaiser les choses, quoi. Et donc là, Madame Bibine, elle est trop focus sur Crabbe, elle voit pas du tout ce qui se passe autour d'elle. Donc pour moi, c'est le deuxième mauvais point, parce que déjà, je trouve qu'elle aurait eu toutes les raisons de mettre pause sur le match tant que ce chant était chanté dans les tribunes. Mais bon. Non, puis du coup, ça affaiblit l'argument de McGonagall, de dire vous auriez pu demander à Madame Bibine d'intervenir. Bah non, parce elle que était occupée, en fait. Ouais. Bah non, et puis même, pourquoi finalement elle serait intervenue alors que pendant tout le match où les Serpentards ont chanté une chanson insultant la famille de Ron, Ouais. elle est pas intervenue et aucun membre du corps professoral. Donc finalement, ils se sentent pas protégés. Ouais. Je m'intéresse un peu, des fois, je regarde des vidéos justement d'arbitres amateurs ou même professionnels qui partagent leurs expériences, ou tu vois des résumés de matchs où ils ont un micro sur eux, etc. Et en fait, tu vois que c'est tellement important le relationnel de l'arbitre avec les joueurs pour des fois faire baisser la pression, éviter les conflits, quand la tension augmente, de la faire baisser. Et en fait, c'est toute une stratégie, c'est un vrai métier, c'est un métier tellement difficile et qui s'apprend avec l'expérience. Et Madame Bibine, pour le coup, elle n'a pas eu ces stages-là. hein. Quoi? Non, le soir, je me demandais si on connaissait tout de la vie d'un des autres, enfin, de nous, au bout de tant d'années de couple. Ouais. J'ai daté avec un arbitre. Non, mais moi, je suis pas arbitre, moi. Non, j'ai daté avant de te connaître avec un arbitre. Ah, ok, d'accord. Et c'est comme ça que j'ai appris que, en fait, arbitre, c'est hyper important, quoi, parce qu'il m'a vendu pendant 1 heure
son rôle d'arbitre, quoi. En vrai, il y a des vrais passionnés de ça et moi, j'adore écouter des arbitres passionnés parce que Ouais, mais ça- pendant un date, oui, oui. Non, mais c'est un peu long, quoi. parce que c'est la relation, en fait, les relations sociales avec les joueurs, c'est ultra important. Et bref, bon, Madame Bibine, moi, je lui donne un mauvais point sur ce chapitre. Et donc, du coup, pendant que McGonagall sermonne Harry et George, un se fait entendre. Dolores Ombrage se tient à l'entrée du bureau, dotée de son sourire annonciateur de catastrophe. Elle demande à McGonagall si elle peut lui apporter son aide, parce qu'elle pourrait peut-être bénéficier d'un surcroît d'autorité. Harry pense à ce moment-là qu'il ne serait pas étonné de voir des étincelles apparaître aux narines de McGonagall. Malgré tout, la directrice de Gryffondor continue de réprimander Harry et George. Elle leur inflige une semaine de retenue pour leur comportement inacceptable. Ombrage l'interrompt à nouveau pour lui signifier que, selon elle, ils méritent plus comme punition. Mais McGonagall la rabroue. Je ne sais pas si c'est le bon terme, en fait, en le disant. Lara, ouais. Avec... Elle lui dit que c'est son avis qui compte puisque ses élèves font partie de sa maison. C'est alors que l'inquisitrice révèle qu'un nouveau décret d'éducation, le numéro 25, vient d'être promulgué par Fudge, le Premier ministre. Il lui donne une autorité suprême sur les punitions et sanctions infligées aux élèves. Et voilà, Ombrage tient sa vengeance contre McGonagall. Parce que, souvenez-vous, McGonagall avait demandé à Dumbledore d'intervenir auprès d'Ombrage pour autoriser l'équipe de Gryffondor à jouer. Et donc, du coup, Ombrage, elle a autorisé l'équipe de Gryffondor, mais apparemment, ça lui restait en travers de la gorge. Et donc, voilà ce que ça a donné. Parce qu'Ombrage, elle se dit que finalement, elle a eu raison de vouloir les empêcher de jouer en premier lieu, parce qu'avec toute la bagarre, etc. Et c'est pour cela qu'elle a demandé à Fudge quel est le pouvoir sur les sanctions des élèves. Sinon, après tout, elle aurait moins de pouvoir que les simples professeurs. Simple professeur, je trouve ça tellement passif-agressif pour McGonagall. Mais c'est ça, c'est Parce qu'elle lui retire toute son aura de directrice de maison et un peu de bras droit de Dumbledore, tu vois. En fait, elle n'a pas supporté le fait que Angelina ait pu directement parler à sa directrice de maison McGonagall, qui a parlé à Dumbledore et du coup qui a bypass la grande inquisitrice. Et là, c'est là-dessus que Ombrage, elle supporte pas ça. Donc, en gros, Elle a fomenté sa vengeance. Voilà, elle a expliqué à Fudge, en fait, du coup, il me faut donner plus de pouvoir parce que les profs, ils peuvent, me court-circuiter en allant voir directement le directeur. Donc, ouais, effectivement, on voit tout le côté vengeresse de Ombrage. Et puis, on parlait de Succession qui n'a rien à voir avec Harry Potter, c'est un vrai moment Succession, là. En mode, tu sabotes pas mon autorité comme ça, quoi. Voilà. Mais après, je me demande, du coup, elle s'opposerait vraiment à Dumbledore malgré le décret. Oui, on va le voir qu'elle va même le virer de Poudlard, donc oui. Oui, non, elle le vire vraiment de Poudlard, je sais plus. En fait, en découvrant l'armée de Dumbledore et tout, elle tient enfin une raison de virer Dumbledore. Il lui faut une raison, et elle fait tout pour la trouver, et elle la trouvera. Enfin, elle veut absolument que Harry soit renvoyé pour qu'on le discrédite, et puis elle veut ensuite, effectivement, trouver une raison d'évacuer Dumbledore pour qu'elle prenne le pouvoir. Profitant de cette nouvelle loi, Ombrage annonce qu'elle interdit à vie. Oui. À vie. Genre un jour, ils vont sortir de l'école. Harry et George de jouer au Quidditch et décident d'étendre la punition à Fred, il était retenu. Il est retenu, mais il n'a pas participé en soi à la bagarre. Mais par mesure de précaution, elle étend la punition aux frères jumeaux finalement. Elle exige même la confiscation de leur balai qu'elle gardera dans son bureau. J'ai pas compris, elle dit qu'elle restera mesurée à McGonagall. Genre, parce qu'elle dit au pire, elle les détruira. Enfin, je sais pas, c'est bizarre ce qu'elle dit. Le truc là, par contre, le décret d'éducation, la numéro 25 qu'elle cite, finalement, ça n'empêche toujours pas Dumbledore de revenir sur cette décision à elle, je crois. C'est pas précisé en tout cas. En fait, ça empêche McGonagall de. Ouais. Mais pour moi, en fait, Dumbledore pour annuler ça, c'est intéressant qu'il le fasse pas, mais de toute façon, il passe son année à ignorer complètement. Oui, mais il n'y a pas marqué suprême. J'ai pas mon livre vers moi, mais dans le décret d'éducation. En fait, le décret d'éducation, de la manière dont je l'ai compris, il l'empêche. Enfin, en gros, il donne toute autorité
à la grande inquisitrice vis-à-vis des profs, mais pas vis-à-vis du directeur, oui. pas encore. Et c'est quand Donc même... finalement, ça ne sert à rien. Parce que McGonagall, elle peut aller quand même voir Dumbledore et dire interviens auprès d'Ombrage. Parce qu'en Ouais. soi, Ouais, mais Dumbledore le fait pas, quoi. en même temps, Dumbledore, là. Ouais. Les autres joueurs de l'équipe de Quidditch peuvent continuer à jouer puisqu'elle ne détecte aucun signe de violence parmi eux. McGonagall, elle, devient la reine des glaces. Ombrage quitte la pièce, triomphante, et laisse derrière elle un silence lourd. J'imagine Olivier Dubois face à cette nouvelle. Attends, Heureusement qu'il a fini sa scolarité. j'ai quand même noté, ça c'est quand même pépite, hein, la description du sourire de McGonagall qu'elle lance à Ombrage à un moment. C'est marqué qu'elle lui lance un sourire qui lui donnait l'air d'avoir attrapé le tétanos. J'adore, c'est tellement bien écrit. On imagine trop l'expression du visage de McGonagall à ce moment-là. Le soir, dans la salle commune des Gryffondor, l'ambiance n'est pas à la fête. Ron manque même à l'appel depuis la fin du match. Tout le monde est dépité, les joueurs avachis devant la cheminée se demandent comment ils vont faire sans attrapeur ni batteur. Du côté de Crabbe, pourtant qui est fautif, il ne reçoit que des lignes à recopier. Mais je me dis, est-ce que les lignes à recopier sont données par Rogue ou par Ombrage ? Parce que si c'est donné par Ombrage, parce que finalement, Ombrage, elle a même pas de préférence pour les Serpentards, elle s'en fout. C'est juste des petits pions, en fait, qui sont prêts à lui lécher les bottes. Elle a une préférence pour les Serpentards quand même. Mais parce qu'ils lui lèchent les bottes, parce que c'est des pions. Mais en parce soi, que elle s'en c'est une fout. Serpentard elle-même, toute sa brigade inquisitoriale viendra de Serpentard. Enfin, Oui, parce que justement, c'est ses pions et ils vont dans son sens. Mais ce que j'ai compris avec Ombrage quand on a fait l'after show sur elle, c'est qu'elle aime personne. Oui, non, par peu contre, importe la maison, peu importe tout. Elle voit les gens comme des pions, en fait. Oui, je pense que la coupe des 4 maisons, elle s'en fiche que. Elle s'en fout, en fait. Elle y tient pas à cœur comme Rogue, par exemple. Les Serpentards, c'est juste des bons petits soldats, mais si elle doit les punir, je pense qu'elle les punirait. Hein. Je sais pas si Crabbe il a reçu. Peut-être qu'on l'évoque après, qu'il a une cicatrice sur la main ou pas. Mais après, si c'est Rogue, ce sera juste des lignes à recopier. Ouais, J'ai jamais compris le principe des lignes à recopier, mais. Alicia s'emporte en évoquant la sévérité d'Ombrage, tandis que Fred promet qu'il aurait frappé Malfoy s'il avait pu. En fait, il s'est défendu presque. Ouais, mais si je l'ai pas frappé, c'est parce qu'on me retenait. Trop bizarre. Il s'est senti offensé, en fait. Enfin, c'est trop bizarre. Je pense qu'il aurait aimé, vu être en plus puni au moins pour l'avoir frappé, tu vois. Oui, parce qu'en fait, il a reçu la punition et il a même pas eu le plaisir de mettre son poing dans le visage de Malfoy, quoi. Harry, abattu, contemple la neige tomber à travers la fenêtre. Le vif d'or flotte dans la pièce, poursuivi par Patenron, sous le regard des élèves. T'as noté ça. Bah oui, c'est trop chou. Angelina finit par aller se coucher, espérant se réveiller d'un cauchemar. Non, je disais juste la pauvre, c'est dit qu'elle a une voix caverneuse. Non, mais son année en tant que capitaine, non, mais c'est horrible. C'est terrible. L'un après l'autre, les autres membres de l'équipe quittent la salle, ne laissant que Harry et Hermione face au feu. Hermione demande si Harry a vu Ron, et à ce moment-là, le portrait de la grosse dame pivote, et c'est un Ron pâle et couvert de neige qui apparaît après avoir fait un tour. Hermione l'invite à se poser près de la cheminée afin de se réchauffer. Et Ron évite le regard d'Harry et s'excuse d'avoir cru qu'il ferait un bon gardien au Quidditch. Il ajoute qu'il va donner sa démission dès demain. Au lieu d'être réconfortant, Harry, lui, il est hyper irrité et il lui dit que s'il démissionne, alors il n'y aura plus d'équipe à proprement parler, puisque lui, Fred et George sont bannis du Quidditch à vie. C'est le à vie qui me fait trop rire. Hermione raconte l'incident et les sanctions d'Ombrage, parce qu'Harry, il n'en a même pas la force. Et bizarrement, le récit provoque une dispute passive-agressive entre Ron et Harry, en fait. À chaque fois que Ron se blâme, Harry le contredit. C'est un peu bizarre leur prise de tête sans être une prise de... Je comprends aussi. Encore une fois, Team Harry. Hein. Parce que en gros, lui, Harry, il vient d'être banni de Quidditch à vie. Face à lui, il a son meilleur pote qui est là en mode « J'ai trop mal joué, ils se sont moqués de moi. » Et alors que lui... Attends. En plus, Harry, il a passé sa matinée
à essayer de donner du courage à Ron et tout, en lui disant t'inquiète, ça va bien se passer, mange un morceau, tu vois, à le préserver des Serpentards, on ne lit pas ce qu'il y a sur les badges et tout, on passe vite devant leur table et tout. Et puis finalement, Harry, il fait le taf, c'est lui qui fait gagner son équipe, il attrape le vif d'or comme d'habitude. Et Ron, il est là en mode j'aurais jamais dû intégrer l'équipe. C'est là en mode attends, Ron, c'est bon, t'as fait passer quelques buts. On a gagné le match, j'ai fait gagner l'équipe. Et en plus, toi, tu peux encore jouer au Quidditch. Alors que moi, je donnerais tout maintenant là pour jouer les prochains matchs. Donc, il y a un moment. Je vois, défends jamais Ron, mais quand même, il a passé tout un match à jouer avec le stress, avec Oui. une musique en arrière-plan qui insulte sa famille. En vrai, là, je suis plus en mode Team Harry. J'ai envie de secouer Ron, tu vois. En mode, mec, j'ai été banni de Quidditch à vie, soit un peu, tu vois, et un peu de compassion pour moi et arrête de te morfondre, en fait. C'est bon. En plus, on a gagné, quoi. Donc, et voilà, c'était ton premier match. T'inquiète, tu vas progresser. Et puis, voilà. Je sais pas, Team Harry là-dessus. Bah, moi, enfin, team les deux, en fait. Parce qu'à ce moment-là, l'un et l'autre sont tellement, finalement, dans leur malheur qu'ils restaient hermétiques à l'un et à l'autre. Tu vois, la clé, c'est la discussion. Oui, c'est la Et là, discussion, elle n'est ouais. pas là, la communication. Mais je veux dire, Harry, il a passé son temps quand même à avoir de l'empathie pour Ron. Et Ron, enfin, là, Harry, il demande à ce que Ron ait de l'empathie pour lui. Et tu vois, Oui, mais tu sais, c'est Ron, ça qu'Harry, il cherche Ron, là. il est un peu égoïste. Hein. Bah oui, c'est ça. Mais donc, c'est pour ça que je comprends le comportement de Ron. Et en même temps, si je devais choisir un camp, je suis plus de la team Harry en mode c'est à toi de m'apporter du soutien maintenant et plus contraire. Enfin, voilà. Donc ce n'est pas lui, Ron, qui l'a poussé à battre Malfoy, et tout ça n'a rien à voir avec ses performances au Quidditch. Hermione s'éloigne et préfère contempler les flocons. Harry, C'est genre Et elle a dispute raison. de mecs. Voilà. Harry met fin à toute discussion. La situation est déjà assez compliquée comme ça, sans que Ron joue les martyrs du Quidditch. Ah, tu vois, tu l'as dit toi-même dans ton Bah oui, résumé. non, mais c'est Il vrai, joue oui. le martyr. Bah hein. oui. Ouais. Bah, forcément. Mais je dis, les deux, ils auraient communiqué, les deux auraient pu comprendre les sentiments de l'un et de l'autre. C'est ce qu'ils font un petit peu. C'est ce qu'ils font, mais à leur manière. Oh non, ils font pas du tout. Et Ron murmure qu'il ne s'est jamais senti aussi mal. Tu vois, il a quand même un mal-être. Et oui. Harry lui dit que lui aussi ressent la même chose. Donc les deux ont un mal-être très profond, Ouais. mais c'est comme je dis souvent, il n'y a pas de hiérarchie de la douleur. Après, il n'y a pas de hiérarchie de la douleur. Il n'y a pas de Après, hiérarchie du malheur. Si je me mets, enfin, encore une fois, Enfin, si, il y a un peu une hiérarchie. Si, par exemple, il y a Kim Kardashian qui pleure dans la mer parce qu'elle a perdu son diamant à $1 million, oui, clairement, il y a une hiérarchie du malheur. bah, justement, si tu te mets à la place de Harry, quand Ron il dit textuellement « Je ne me suis jamais senti aussi mal de ma vie », Harry, il peut dire « Il y a quelques mois, j'étais quand même dans un cimetière, j'ai cru que Voldemort allait me tuer. Voldemort, l'assassin de mes parents, qui fait que je suis orphelin depuis que j'ai 1 an. » Tu vois, genre, Ron, il y a un moment, il faut peut-être qu'il prenne du recul aussi sur ce qui se passe, tu vois, genre, à la place de Harry, moi, Harry... C'est un ado. Oui, mais peut-être à la place de Harry, moi, je le rentrerais peut-être encore plus dedans, en fait, à ce moment-là, en mode... Là, il y a un moment, il faut que tu sortes un peu de... Tu vois, de ton Mais cocon, oui, mais quoi. Ron, même si en fait il aime bien se plaindre parce qu'il vient d'une famille nombreuse et pauvre, bah mine de rien, il oublie qu'il a grandi dans une famille hyper aimante. Oui, voilà. Et il a été très coucouné en fait. Hein. Je ne me suis jamais senti aussi mal de ma vie alors que il a juste... Oui, alors, il a vécu une vraie humiliation, je le cache pas, mais c'était un match de Quidditch, tu vois. Bon, ça se voit qu'il s'est pas passé des trucs trop graves dans sa vie. Quoi, Oui, jusqu'à bah là. oui, clairement. Voilà. Oui, clairement. Mais ça, on le voit au quotidien avec des gens qui ont rien vécu dans leur vie et qui font un drama de tout et n'importe quoi. Mais en même temps, je les envie trop, ces gens-là, tu vois. Oui. Et puis tu les juges pas, s'ils se sentent mal, ils se sentent mal, quoi. Ouais. Donc c'est alors qu'Hermione, avec de l'émotion dans la voix, leur annonce une nouvelle qui va leur redonner un peu le moral. Elle se tourne vers eux, un sourire sincère aux lèvres, et elle dit « Hagrid est enfin revenu à Poudlard. » Eh ben, merci. Merci Marina pour ce chapitre. T'as vu, Merci, Jérémy. tu noteras que tu n'as pas eu la partie Quidditch. Oui. Et comme c'est moi qui ai découpé le chapitre en 2, j'ai fait en sorte de faire un petit peu plus pour que tu n'aies aucune partie de Quidditch. Non mais et je t'ai dit hier soir que c'était n'importe quoi, que tu devrais me donner la partie la plus longue parce que t'étais pris dans le montage.
Oui, mais enfin, là, on parle de 2-3 pages en plus. C'est pas non plus énorme. Mais je ne veux plus entendre plus jamais que à chaque fois tu tombes sur le Mais Quidditch. si, parce que quand je tombe sur le Quidditch, je me sens jamais aussi mal. Je me suis jamais sentie aussi mal dans ma vie. En plus, moi, j'adore les parties Quidditch. En fait, c'est très rapide à résumer parce que à chaque fois, elle utilise toujours le même stratagème. C'est toujours le commentateur qui fait en sorte que tu suis le match et en même temps, tu restes avec Harry qui survole quand même comme ça le terrain à la recherche du vif d'or. Enfin bref. Et du coup, c'est très facile à résumer, je trouve. Moi, je trouve pas. Mais là, c'est tombé sur moi. Et ben, il est l'heure de renommer le chapitre, mais avant de choisir le personnage qui nous a le plus marqué durant ce chapitre 19, qui a laissé une grande place au Quidditch. Si tu devais retenir un personnage, Marina, lequel ça serait? Bah, en fait, j'avais pas trop d'idées. Mais en fait, le seul moment qui m'a fait rire, et du coup, je retiens pour ça, c'est Fred. Enfin, genre, je l'imagine trop, son ton et tout. Non, mais moi, si j'avais pu, j'aurais participé, j'aurais frappé aussi. Enfin, je trouve ça Ah oui, ridicule, oui, oui. sa réaction. Ça m'a fait trop rire. Et Ouais, toi? bah, c'est vrai que c'est un chapitre assez lourd où Ouais. t'as des insultes, T'as l'insulte, le Quidditch. l'humiliation, le stress de Ron, son angoisse, sa Ouais. dépression. Mais du coup, j'ai retenu un truc un peu plus léger aussi, qui fait du bien. Et pour moi, bah, c'est un de mes personnages préférés. Donc voilà aussi, c'est Luna, quoi. Luna avec sa tête de lion, là, Mm. trop chou, là, qui arrive, qui tapote la tête et ça fait un rugissement. J'imagine un truc qui explose partout dans la grande salle. D'ailleurs, je suis retombée sur une photo que tu m'avais envoyée au début de notre relation. Tu allais à un event Harry Potter, je sais pas lequel. Et tu m'avais envoyé une photo. Tu avais pris une Ah photo avec une oui, petite fille qui avait la tête de lion de de Luna. Luna, ouais, c'était homemade, c'était trop bien Mm, fait. mm. C'était à Deauville, à la nuit des livres Harry Potter, je crois la dernière édition. Ouais, ouais, ouais. Coucou à toi si jamais tu nous écoutes encore. Mais ouais, c'était une jeune auditrice. Moi, j'adore les cosplays de Luna avec la tête de lion. Mm. C'est trop beau. Et tu as dit au début du chapitre que tu avais trouvé un renommage. C'est Non, mais il est pas fou, hein. Bah, écoute, on t'écoute. Harry Potter et l'Ordre du Phénix, chapitre 19. Sale cognard. Oui, je vois le truc. Et toi? Moi, ça serait une référence à un précédent chapitre. Du coup, c'est aussi sur le Quidditch, évidemment. Ça serait Harry Potter et l'Ordre du Phénix, chapitre 19, Sinistre Victoire. Et tu vois à quoi ça fait référence ou pas? Sinistros? Non? Non? Sinistre Victoire. Il y a un chapitre dans le tome 3 qui s'appelle Sinistre Défaite. Ah oui. C'est le chapitre, en fait, du match de Quidditch contre les Poufsouffles où il y Oui, a mais les où il voit le détraqueurs. Sinistros, justement, non aussi? Non? Alors, Ah non, je oui, il mélange. voit Sirius dans les tribunes. Il pense que c'est le Sinistros. Mais c'est pas en rapport. Du coup, Sinistre, c'est pas Sinistros? Oui, non, oui, c'est pas oui, ça. oui, ça peut faire penser à ça. Et Donc, du coup, puis, j'ai raison. Non, je plaisante. non, c'est pas le titre du chapitre, c'était Sinistre Défaite. Mais oui, il y a un jeu de mots sur le Sinistros. Enfin, en tout cas, parce que durant ce match de Quidditch, Harry voit Sirius en chien. Et puis surtout, en fait, il s'évanouit quand il y a l'invasion des détraqueurs sur le terrain. Et du coup, Sinistre Défaite, ça pourrait très bien devenir Sinistre Victoire sur ce chapitre 19. Et d'ailleurs aussi, je me suis fait la réflexion, ça aurait été stylé que le chapitre s'appelle Weasley est notre roi. Je comprends pas pourquoi elle l'a pas appelé comme ça, ce chapitre. Parce que finalement, le lion et le serpent, c'est un peu basique, je trouve. Pour Après, un- elle est pas connue pour faire des bons titres de chapitres non plus. Ah, moi, je suis pas d'accord. Moi, je trouve que sa table de matière, c'est toujours inspiré parce que tu peux lire tous les titres de chapitres sans te faire spoiler et en même temps que ça te donne envie de savoir ce qui se passe. Rappelle-toi que dans notre contrat de mariage, il t'est interdit de dire Ah, désolé. moi, je suis pas d'accord après une de mes phrases. Je Tu l'as trouve, signé à la mairie. la plupart du temps, je trouve les titres de chapitres très malins et voilà. Enfin, pour moi, ça participe aussi au fait que ces livres sont géniaux. Mais du coup, des fois, oui, bon, le lion et le serpent, c'est pas le titre le plus inspiré, je trouve. Et pourquoi pas avoir fait un titre Weasley notre roi, ça aurait été intriguant. Puis tu sais pas de quoi ça C'est parle. toi qui es pas inspiré. Non, je plaisante. J'ai juste envie de t'attaquer. On passe à la volière. Allez, on passe à la volière. C'est parti. On commence avec le premier hibou sonore de cette volière. Il nous a été envoyé par Merlin. Magnifique prénom. Merlin l'enchanteur. Salut, j'ai l'amie Marina et l'invité si je passe dans un épisode. Je m'appelle Merlin et je voulais vous faire part d'une réflexion que je me suis souvent fait en lisant les livres, mais j'entends personne en parler, donc je voulais avoir votre avis dessus. Donc c'est à propos des Potter et du sortilège de Fidelitas.
Donc on sait qu'au début, il voulait prendre Sirius comme gardien du secret, mais qu'il aura dit plutôt prendre Pettigrew pour pas que Voldemort s'en doute. Mais du coup, les Potter sont morts à cause de ça, et Sirius pense que c'est à cause de lui. Mais moi, je suis pas d'accord avec ça, parce que pour moi, si Sirius avait été gardien du secret, bah Voldemort serait allé le tuer après qu'il ait révélé le secret à Pettigrew pour qu'il puisse aller les voir. Mais du coup, quand le gardien du secret meurt, toutes les personnes à qui il a révélé le secret deviennent gardiens du secret. Et du coup, Pettigrew aurait été gardien du secret, l'aurait révélé à Voldemort, et Voldemort serait allé tuer les Potter. Et du coup, la seule différence que ça aurait fait avec l'histoire, c'est que Sirius serait mort en plus. Et du coup, pour moi, c'est une bonne chose que Pettigrew ait été gardien du secret à la place de Sirius. Donc voilà, je sais pas ce que vous pensez de cette réflexion, mais j'aimerais bien avoir votre avis dessus. En tout cas, continuez ce que vous faites, c'est trop bien. Merci Merlin pour ton hibou J'aime beaucoup ton sonore. prénom. Ouais, carrément. Alors, question intéressante, est-ce que ça aurait changé quelque chose que Sirius soit le gardien du secret s'il meurt par exemple? Alors, je comprends tes arguments Merlin, mais je vais aller un petit peu contre ça. Parce que oui, ça aurait changé les choses, parce que, bah, en fait, tout simplement, ça aurait été plus difficile pour Voldemort ou ses mange-morts d'atteindre Sirius, en fait. Parce que, bah, si on compare à ce qui se passe réellement dans l'histoire, c'est pas difficile la comparaison, parce que Pettigrew, il se jette dans les bras de Voldemort, il est fait gardien du secret et pouf, il va révéler à Voldemort. Donc, si c'était Sirius qui avait été choisi, ça aurait donné du fil à retordre à Voldemort et à ses mange-morts pour aller choper Sirius quand même. C'est pas dit d'ailleurs qu'ils auraient réussi à le faire. Donc, oui, si on suppose que Sirius avait fini assassiné, et encore une fois, il faut supposer qu'il se fasse attraper et tout, Sirius c'est quand même un sacré sorcier. Hein. C'est pas Peter Pettigrew qui va balancer le secret comme ça. Donc Sirius, il aurait été beaucoup plus coriace. Ça se trouve, ils ne seraient pas arrivés. Mais si on suppose que Sirius avait fini assassiné et que Sirius avait confié le secret à Pettigrew, eh bien Pettigrew aurait pu effectivement confier le secret à Voldemort à ce moment-là, parce que comme on le sait, quand un gardien du secret meurt, comme tu le rappelles Merlin, eh ben tout le monde à qui on a confié le secret, eh bien deviennent gardiens du secret à leur tour. Après, je vais nuancer par autre chose aussi. Il y a un monde où le gardien ne révèle le secret à personne. Donc si ça se trouve, Pettigrew, il avait déjà cette consigne en tant que gardien. Il était peut-être censé le dire à personne. Et moi, je pense que c'est vrai. Tu veux dire que le fait qu'il y ait un gardien du secret, ça devait être gardé secret. Voldemort n'était pas censé savoir qu'il y avait un gardien du secret. Je pense surtout que en fait, le sortilège de Fidelitas, il est d'autant plus puissant que quand le gardien du secret ne révèle pas le secret. Il y a toujours un seul gardien du secret, mais qu'en plus, il ne dévoile pas le secret à personne. Et je pense que comme les Potter étaient en danger, je pense que c'est ce qu'ils ont demandé au gardien de faire, c'est-à-dire Pettigrew dans l'histoire, ne révèle ce secret à personne. Oui, Voilà. clairement. Mais ma question, c'est finalement, Voldemort savait qu'il y avait un gardien du secret qui protégeait les Les Potter, Potter, ouais. parce que Pettigrew l'a dit. Mais sinon, sans ça, Voldemort saurait jamais que finalement les Potter étaient protégés par un gardien. Alors, c'est quand même un sortilège qui est ultra répandu, surtout durant la guerre. Donc, Voldemort, il aurait pu se faire cette réflexion de très certainement que les Potter sont protégés par un Fidelitas. Après, il faut que je trouve qui est le gardien du secret. Donc, tout ce truc-là, ça aurait été ça. Mais donc, il aurait fallu qu'il fasse cette réflexion dans l'hypothèse de Merlin. C'est Sirius Black, le gardien du secret. Déjà, il aurait fallu effectivement qu'il se fasse cette réflexion. Il y a un sortilège de Fidelitas. Donc, première étape. Deuxième étape, trouver qui est le gardien du secret. Troisième étape, après l'avoir trouvé, le capturer et le tuer. On parle de Sirius Black quand même, c'est pas évident, tu vois. Bah, sous la torture, il aurait jamais parlé. Et puis surtout, s'il tue Sirius Black sans que Sirius révèle le secret, si Sirius l'a dit à personne son secret, Pettigrew n'aurait pas été gardien du secret, donc la taupe aurait jamais pu révéler le secret. Ça fait quand même plusieurs trucs, plusieurs strates qui fait que je pense, et je continue de penser personnellement, que si Sirius Black avait été choisi comme gardien du secret, les Potter auraient peut-être été toujours en vie, en fait. Ça aurait plus fonctionné. Alors que le fait de le donner à Pettigrew, c'était perdu d'avance. Voilà. Je sais pas si tu as autre chose à ajouter, mais on le voit bien, par exemple, sur le quartier général de l'Ordre du Phénix. Par défaut, ils n'ont pas le choix. Dumbledore, qui est le gardien, il révèle le secret à plein de monde. Et on voit bien que
ça peut être dangereux parce que quand Dumbledore Bah oui. meurt, tout le monde. Ça n'a plus aucun sens. Voilà, ça n'a plus aucun sens à la mort de Dumbledore parce que le secret a dit tellement de monde qu'en fait, il y a plein de gardiens Bah du oui. secret. Donc, je pense que dans le cas où tu protèges ta famille du Seigneur des Ténèbres, tu as plutôt intérêt à demander à ton gardien du secret qu'il ne révèle le secret à personne. Voilà. Quitte à te couper du monde, à ne pouvoir voir que ton gardien et personne d'autre. C'est un sacrifice, mais c'est un sacrifice pour garder la vie sauve. Donc, en temps de guerre, c'est ce qu'on fait souvent, hein, hélas. Nous passons au hibou sonore de Juliette. Coucou Marina et Jérémy, j'espère que vous allez bien. Je viens d'écouter votre after show sur nos théories et headcanon et j'avais une question par rapport au poste de professeur de défense contre les forces du mal et l'éventuelle malédiction qu'il y a dessus. Puisque donc on connaît les professeurs qui ont occupé ce poste pendant la scolarité de Harry, mais est-ce qu'on a la liste des professeurs qu'il y avait avant que Harry n'arrive à Poudlard? Puisque pour moi, Quirrell était déjà prof à ce poste. Voilà, donc je sais pas si Quirrell étant déjà prof, la malédiction n'est pas vraie, ou alors il était prof mais à un autre poste. Voilà, donc je sais pas si vous pourriez m'apporter une petite réponse et m'éclaircir sur ce petit point, alors pour savoir si j'ai inventé quelque chose, mon propre headcanon ou pas. Bref, en tout cas, j'adore ce que vous faites. Je vous fais plein de bisous. Bye. Merci Juliette pour ton hibou. Mais en fait, j'ai galéré au niveau de ta question en fait. Déjà, la question c'est est-ce que de la scolarité à du moment où Voldemort a été refusé en tant que prof de... Oh, galère. On sent la fatigue. Tu m'as perdu là. Je suis désolée, mais je suis extrêmement fatiguée. La question, c'est à partir du moment où Tom Jedusor s'est vu refuser le prof de défense contre les forces du mal, il y a eu plusieurs professeurs de défense contre les forces du mal. C'est ça. Oui, Qui ne sont pas restés à cause de la soi-disant malédiction. On est d'accord? Oui. Je crois qu'on a eu un débat sur Quirrell. Parce que moi, dans Pottermore, ce que j'ai compris, c'est que avant la première année d'Harry, donc en 91-92, il a été effectivement professeur des forces contre les forces du mal, mais qu'avant, il était professeur d'études des moldus, je crois. C'est J.K. Rowling l'a écrit dans Pottermore. Ouais. Oui, c'est ça, on est d'accord. Donc du coup, il a fait qu'1 an en tant que prof. Ouais, tout simplement. Bah, tu m'as dit le contraire l'autre jour quand je t'en ai parlé. Bah non, j'ai jamais dit le contraire. Ah bon? En fait, Quirrell, il a été... Donc ça, c'est un écrit de J.K. Rowling qui a été publié dans Pottermore. Quirrell était prof d'études des moldus avant, mais on parle de ça il y a 2 ans avant le tome 1. Parce qu'en fait, l'année avant le tome 1, il était en année sabbatique et c'est là où il voulait parcourir le monde, partir à la recherche un peu des forces obscures et tout ça. Et il a rencontré Voldemort dans la forêt en Albanie. Il revient du coup l'année d'après, l'année du tome 1, du coup perverti par Voldemort. Mais ce que j'ai oublié de regarder, c'est l'année à laquelle Tom Jedusor a prétendu au poste. Ouais, ça on sait pas. On n'a pas Ça, on sait pas. Non. En fait, le truc, c'est impossible vraiment à répondre parce que, les gars, c'est n'importe quoi. Entre les jeux mobiles, le jeu PC, les jeux PlayStation et tout ce que vous voulez, c'est n'importe quoi. Parce que, par exemple, je peux remonter au 19e siècle, des preuves contre les forces du mal. Celle qu'on connaît, premièrement, c'est 1890, c'est Dina et Kat. Donc ça, et tu connais la source. C'est Hogwarts Legacy, ça. Voilà. Ensuite, donc là, pour le coup... Après, là, on est avant la malédiction. Donc, oui, c'est ça. C'est canon, c'est Tête en Joy, 1894-1944. Donc, c'est elle qui a le plus duré. Ouais, donc avant la malédiction aussi. Et le truc, what the fuck, c'est que dans Les Animaux Fantastiques 2, selon eux, Dumbledore est professeur de défense contre les forces du mal en 1927. Sauf que dans le canon, dans le livre, était professeur de métamorphose. Oui. Il n'a jamais été professeur de défense contre les forces du mal. Oui, J.K. Rowling a pété son propre canon. C'était... Dans le deuxième il film. suffisait de lire. De lire ce qu'elle-même a écrit. Hein. C'est un truc de fou. Ouais, elle s'est plantée. Complètement. Donc ça, c'est le début du 20e. Milieu du 20e, ils ont inventé dans Secret à Poudlard Patricia Rackpick, années 55-56. Ouais, donc... Mais jusqu'en 90, on ne sait pas.
Donc, dans le jeu Hogwarts Mystery, donc apparemment, ils ont quand même respecté ce truc-là où on a un prof de défense contre les forces du mal, mais qui dure que 1 an, quoi. Ouais. Donc Bien sûr. après, c'est tous ceux qu'on connaît et tout. Après, on les connaît, bien entendu. Et là, on voit bien un peu la malédiction, quoi. En gros, pour résumer, en fait, on connaît pas les autres profs avant Quirrell, donc la malédiction, pardon, est sans doute vraie. Et Tout en simplement. plus, c'est surtout qu'on n'a pas en fait, on n'a même pas le repère de date à laquelle la malédiction continue. Ouais, en fait, je sais pas si c'est daté dans le wiki, vraiment quand Dumbledore refuse le poste une deuxième fois à Voldemort. Je sais pas si on a une date précise sur ça. Mais après, tu as Olivia Green, c'est Certainement d'ailleurs, hein, 90-91. Ça, c'est C'est quoi dans la Secret à source? Poudlard. Secret à Poudlard. Ah, Hogwarts Donc Mystery elle, aussi, elle ouais. ferait partie de Ok. la Oui, malédiction. mais elle a duré qu'1 an, donc ça colle. Ouais. Mais ouais, après, de toute façon, il y a plein de sources et tout, mais mon impression, c'est quand même que cette malédiction, elle est vraie. Surtout que Dumbledore, c'est ce qu'il dit dans le tome 6 à Harry, hein. Il dit que depuis qu'il a refusé le poste à Voldemort, il a jamais pu garder un professeur plus d'1 an. C'est lui-même qui le dit, donc j'ai tendance à croire Dumbledore là-dessus. Alors après, est-ce que c'est une malédiction ou une coïncidence qui dure depuis plusieurs dizaines d'années? Ça, vous ferez votre avis. Voilà. Mais Mais quand on croise entre les jeux mobiles, enfin, c'est incroyable comme. En Ouais, fait, après, ils ont pris le parti de se dire, on fait notre propre canon, en fait. après, par exemple, tu vois, moi, Hogwarts Mystery, après, chacun fait ce qu'il veut, mais moi, je l'inclus pas dans le canon, par exemple. Tout ce qui se passe dans les années 80 dans Hogwarts Mystery, je le compte pas dans. Je sais que ça existe, mais pour moi, c'est En pas fait, le il faut canon leur officiel. propre source, leur propre univers, hein, au final. Hogwarts Legacy, j'ai un peu plus tendance à le mettre dans le canon, mais c'est un peu au cas par cas. Mais après, chacun choisit. Mais effectivement, sinon, tu croises tellement de sources. Et puis, tu as parlé des animaux fantastiques, mais les animaux fantastiques est venu en contradiction à des choses qu'on savait déjà. Non, mais Donc, à partir ça, de c'est là- un truc. Non, mais ça, c'est le truc le plus inexcusable. Écrit par J.K. Rowling. Parce hein. que encore les jeux mobiles, enfin les jeux vidéo, Ouais. ok, les jeux vidéo. Mais quand même, quand tu vois les animaux fantastiques, qui vraiment, c'est le dérivé cinématographique d'Harry Potter, et l'autrice du livre a contribué au scénario, c'est ça, à Elle a l'écriture. écrit le scénario. Elle a hein. écrit le scénario. Ouais. C'est les crimes de Grindelwald, elle l'a écrit toute seule. Et c'est le Enfin, crime qui détruit le plus le canon. Comment sur c'est certains points. possible de ne pas consulter ton propre travail Mais pour ne pas faire d'incohérence? c'est- Parce que surtout, c'est pas si tu chipotes pas sur le détail. Mm. Enfin, vraiment, tu te dis, attends, t'écris ton truc, tu fais, attends, est-ce que c'est possible que Dumbledore soit prof et tout? Qu'est-ce que j'ai écrit? Oh, tiens, je Ouais, fais mon c'est- gros je- cigare là sur mon franchement, yacht. cette erreur, enfin, je sais pas si c'est une erreur ou un changement assumé, mais je ne la comprends pas. Tout comme je comprends pas dans le flashback que McGonagall soit prof de métamorphose alors je crois qu'elle est censée même pas être née. Enfin, c'est une erreur grotesque. Et là-dessus, mais c'est pour ça que moi, c'est ce que je dis depuis le script de l'enfant maudit, c'est que il y a des auteurs qui s'en sortent beaucoup mieux que J.K. Rowling aujourd'hui pour développer l'univers. Voilà, J.K. Rowling reste l'autrice principale, mais là, très clairement, on assiste quand même à un effet de pop culture de la mort de l'auteur et tout. Et la preuve, hein, c'est que tu prends le jeu Hogwarts Legacy, un jeu comme Hogwarts Legacy qui est un préquel, et ben respecte beaucoup plus le canon que l'enfant maudit ou les animaux fantastiques. Donc D'ailleurs, ça vient c'est vrai remettre qu'il va y en- avoir une suite ou pas? oui, Hogwarts il y a Legacy il y a un Hogwarts Legacy 2 qui est en Un DLC ou une suite? Ah non, c'est un autre jeu. Pourquoi ils font pas un DLC? Bah, Ce qui se fait maintenant. parce que ça sera une toute autre histoire, ça sera Ah. voilà, ça sera la suite, mais ça sera un vrai jeu quoi. On passera encore beaucoup trop d'heures. On passe au prochain hibou. Mm. Celui-là nous a été envoyé par Julie. On écoute. Coucou la fréquence, j'espère que vous allez bien et que votre potentiel invité va bien aussi. Moi je viens vous proposer, c'est pas une théorie, c'est vraiment quelque chose que j'ai recherché. En fait j'ai lu Héros de l'Olympe, donc la suite de Percy Jackson. Je sais pas si vous connaissez, donc c'est un livre un peu sur la mythologie grecque. Et dedans j'ai vu que le nom de Mérope apparaissait. Et donc j'ai recherché un peu pour voir quel était le lien entre ce mythe et la mère de Voldemort. Donc c'est une fille du titan Atlas et d'une Océanie, donc une nymphe des océans. C'est la seule parmi ses 7 sœurs qui a épousé un mortel, donc Sisyphe, c'est celui qui est condamné à devoir pousser un rocher éternellement dans les enfers. Et j'ai regardé s'ils avaient un fils qui avait potentiellement détruit le monde, enfin voilà. Mais j'ai pas trouvé, à part un de leurs fils qui accepte le cheval de Troie à Troie et du coup mène la ville à sa perte. Donc voilà, je trouvais ça intéressant de voir que J.K. Rowling avait cherché des inspirations dans plein de mythes et notamment la mythologie grecque. Voilà.
Merci Julie pour ton hibou. Alors, si tu es à l'aube de tes recherches sur les inspirations de la mythologie grecque vis-à-vis de J.K. Rowling dans Harry Potter, tu vas découvrir tout un pan incroyable parce que ça fait partie évidemment de ses inspirations et Mérope n'en est qu'un exemple. Alors c'est intéressant effectivement ce petit lien entre l'origine de Mérope et le personnage de la mère de Voldemort tel qu'on le connaît dans Harry Potter. Donc comme tu l'as dit, hein, effectivement dans la mythologie grecque, Mérope c'est en effet la plus jeune fille d'Atlas et de Pléionée et c'est l'une des 7 Pléiades. Voilà. Et comme tu as eu raison de le souligner, c'est la seule de ses sœurs à épouser un mortel, le fameux Sisyphe. Sisyphe, la famille. Euh, Je manque une référence. Non, si. Non, bon, bref. C'est là où, tu vois, on a besoin d'invités qui rigolent à mes blagues, tu vois, et pas juste toi qui reste de marbre. Bref. Et c'est là où c'est intéressant, et pour moi, c'est le seul lien peut-être qu'il existe entre la Mérope mythologique et Mérope Gaunt. C'est que dans Harry Potter, c'est une sorcière issue d'une famille de sang pur aux traditions ancestrales et qui va pourtant s'éprendre pour un moldu. Donc, je pense que l'inspiration, elle vient de là. En tout cas, le parallèle est intéressant et c'est certainement pas le fruit du hasard ici par rapport à Mérope Gaunt. Après, effectivement, j'ai un petit peu regardé ce qu'on sait d'autre sur Mérope dans la mythologie grecque, mais je pense que le parallèle s'arrête ici avec Sisyphe parce que en fait, selon les versions, ils ont soit 3 fils, soit plus. Voilà, parce que la mythologie grecque, il y a Elle est plusieurs. dark, la mythologie Ouais. grecque. Puis il y a plusieurs auteurs qui parfois ont changé, etc. Donc bref, ça dépend les versions. Parmi leurs fils, alors ils ont que des fils, mais parmi leurs fils, il y a pas de personnages qui peuvent faire penser de près ou de loin au destin de Lord Voldemort. Donc je pense que vraiment le parallèle s'arrête au fait que dans la mythologie grecque, effectivement, c'est une Pléiade qui épouse j'allais dire un moldu, mais un mortel du coup. Mais les mortels dans la mythologie grecque, c'est un peu les moldus en fait. Du monde Est-ce que magique. les Grecs sont pas les précurseurs de la dark romance quand même? Ouais. Ouais. Mais surtout, c'est passionnant l'histoire des Pléiades parce que elles sont transformées en étoiles, etc. Et Mérope est justement l'étoile qui brille le moins. Non, mais je fais référence à Zeus et compagnie. Oui, de toute façon, c'est très dark. Hein. Très dark et très masculiniste, hein, surtout. Il fait pas bon, généralement, d'être un personnage féminin dans la mythologie. Voilà. Après, malheureusement, dans plein d'histoires anciennes, Ouais, c'est pas bon d'être une femme. exactement. Nous passons au dernier hibou sonore, celui de Pamela. Bonjour Marina et Jérémy, ainsi qu'à l'invité, si vous êtes accompagnés pour cet épisode. Comme tout Potterhead qui se respecte, je réponds présente au rendez-vous annuel de visionnage des Harry Potter. Et là, une question me vient. Je me suis dit que je pourrais peut-être la proposer pour la volière. Quelle est la réplique qui vous a le plus marqué dans la saga et pourquoi? Par exemple, dans le 7e volet, quand Dumbledore nous dit « Les mots sont, à mon avis qui n'est pas si humble, notre plus inépuisable source de magie. Ils peuvent à la fois infliger des blessures et y porter remède. » Je me souviens que ça m'avait tout de suite marqué autant à la lecture du livre qu'au visionnage du film. Et je me souviens m'être dit que ça nous rappelle que nous pouvons tous pratiquer la magie au quotidien, et ce, même à notre niveau de moldu. Voilà, j'ai hâte de savoir quelles sont vos répliques favorites, et j'en profite pour vous remercier encore pour ce que vous nous offrez depuis maintenant de nombreuses années, et je vous dis à très bientôt sur les ondes de la fréquence. Merci beaucoup, Pamela, pour ton hibou. Je sais pas si c'est Pamela du Tipeee. Ah oui, Je sais peut-être, pas. peut-être. Je suis trop matrixée par The Office parce que du coup, je pense à Steve Carell qui fait Pamela, ding dong. Pam, 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 pam. pam, pam. Alors moi, j'ai choisi une réplique. Je l'avais déjà citée parce que c'était dans ma partie de résumé dans le tome 4 où Dumbledore fait un discours au retour de Voldemort. Du coup, je vais la répéter parce que, comme j'avais dit dans le tome 4, c'est tellement un discours actuel qu'il est important de le rappeler. Et enfin, il sonne tellement aujourd'hui que, voilà, forcément, il y a tellement de répliques de Dumbledore que j'adore, mais celui-là, je pense que ça va parler à tout le monde. Donc, en fait, il dit
Une fois de plus, je vous le répète à tous, maintenant que Lord Voldemort est de retour, l'union fera notre force, la division notre faiblesse. L'aptitude de Lord Voldemort à semer la discorde et la haine est considérable. Nous ne pourrons le combattre qu'en montrant une détermination tout aussi puissante, fondée sur l'amitié et la confiance. Les différences de langage et de culture ne sont rien si nous partageons les mêmes objectifs et si nous restons ouverts aux autres. Voilà. Je pense que Ouais. c'est important de lire assez souvent ces lignes et de le de le transposer à notre quotidien. Et le monde s'en porterait mieux. Ouais, souvent, Dumbledore, il a des punchlines, hein, c'est vrai, hein, les répliques les plus cultes, souvent, c'est lui. Moi, j'aime beaucoup hein, la citation qu'a retenue Pamela sur les mots comme magie. Puis là, tu sens en plus une vraie sincérité de la part de J.K. Rowling en tant qu'autrice, quoi. Voilà, écrire, c'est aussi de la magie, quoi. Et Donc, toi, du coup, c'est quoi ta réplique? bah, moi, j'en ai retenu deux. Alors, une citation de Dumbledore aussi, puis une autre qui est dans la narration. Celle de Dumbledore, outre celle citée par Pamela, que je retiens, ça serait dans le chapitre King's Cross, le chapitre 35 des Reliques de la Mort. Donc, le passage dans les espèces de limbes, là, entre Harry et Dumbledore. Et Dumbledore, il a cette citation célèbre qui dit « N'aie pas pitié des morts, Harry, et plutôt pitié des vivants et surtout de ceux qui vivent sans amour. » Donc pareil, ça, je pense qu'on peut... Et j'ai hésité c'est aussi une avec maxime celle-là. à laquelle on peut penser souvent dans notre vie. Quand Et on est mort, quand on est mort, on est mort, mais il faut plutôt avoir de l'empathie pour les vivants et surtout ceux qui vivent dans des conditions qui sont beaucoup plus difficiles que les nôtres. Ce monde manque peut-être cruellement d'empathie. Et l'empathie commence, on change les choses en ayant de l'empathie pour ceux qui sont encore ici, en fait. Voilà. Et j'avais hésité avec la réplique de ne pas oublier vos souvenirs, parfois d'allumer la lumière, en fait. Oui. Et c'est une réplique qui est rentrée un peu dans la Alors, dans c'est que la dans le film, ça. culture, parce que beaucoup de gens le citent et pas forcément des fans d'Harry Potter. Oui. Et je m'en souviens, il y a un infirmier, c'était après mon rejet de greffe, où j'étais vraiment au plus mal. C'était en 2020, Covid, ma greffe n'avait pas marché. J'étais dans un état pitoyable. Il avait vu mon tatouage et était pas forcément fan d'Harry Potter, mais et donc du coup, lui aussi, il y a quelques mois, il m'a confié qu'il était dans une situation très difficile, mais qu'aujourd'hui, il s'était relevé et il m'a dit de pas oublier en fait, que lui s'était dit ça et que du coup, aujourd'hui, il me le redit, qu'il fallait jamais oublier d'allumer la lumière et qu'un grand homme avec une grande barbe blanche avait dit ça. Et tu sais, ça m'avait touchée parce que, enfin, déjà, c'est touchant parfois les confidences qu'on peut avoir entre le personnel soignant et nous, parce qu'ils ont besoin de parler aussi parfois. Et enfin, dans ce contexte où justement, je voyais que du noir et c'est très visuel le fait de pas oublier d'allumer la lumière pour voir le bout du chemin, quoi, le bout du tunnel. Mais ils ont fait fort dans le troisième film avec cette réplique de Mm. Dumbledore lors du banquet de rentrée parce que, je le répète, mais c'est une citation qui est inventée par les films. Ah, mais elle est très belle. Et du coup, c'est devenu une des citations les plus connues de Dumbledore, malgré qu'il y en ait Parce plein qu'elle parle d'autres à dans les... beaucoup de monde, en Ouais, fait, ouais, ouais. à tout le monde Puis finalement. c'est la scène avec la bougie aussi, il éteint, il rallume la Mm. bougie. Effectivement. Et la deuxième que j'ai retenue, mais c'est sur un ton plus léger, parce que je trouve que ça en dit long aussi sur Redonner. le côté un peu espiègle de la narration dans Harry Potter, et c'est pour ça que je trouve ces livres brillamment écrits. Justement, le chapitre Halloween dans le tome 1, après l'attaque du troll, au moment où Harry, Ron et Hermione deviennent amis, il y a cette célèbre phrase dans le texte qui dit « Il se crée des liens particuliers lorsqu'on fait ensemble certaines choses, abattre un troll de 4 mètres de haut, par exemple. » Voilà. Et ça, j'aime beaucoup parce que c'est le moment où le narrateur vient avec une personnalité ironique, quoi, qui est proche du caractère de Harry. Et c'est ça qui fait que j'adore ces livres et notamment le style littéraire de J.K. Rowling. Ce passage, je l'adore, voilà. Bon, bah, c'est terminé pour cette volière avec un ton sérieux pour la fin. podcast pas si Pas court si que court ça. que ça, finalement. En même temps, on a beaucoup digressé. Hein. Après, ça va, d'habitude, on est à 3 heures. Là, on est à quoi? Non, voilà, Moins de 2 heures. on a à moins de 2 heures d'enregistrement, mais on a fait que le chapitre, on n'a pas fait l'after show, donc ouais. Bah non, mais 3 heures, parfois, c'est que l'enregistrement. Oh non, 3 heures, Ah ouais? juste le Ah ouais? le Ok. chapitre, non, on l'a peut-être fait une fois, mais c'est très rare. Ok.
Justement, au niveau de la volière, comme vous le savez sûrement déjà, on vous le répète, mais vous pouvez nous envoyer un hibou vocal d'1 minute, soit en message privé sur nos réseaux, soit par email. Et si besoin, tous les porte loin utiles sont en description de l'épisode. Et si ça fait quelques semaines que vous avez envoyé votre vocal, n'hésitez pas à nous en renvoyer un autre. Et peut-être que ce message-là trouvera son chemin jusqu'à notre volière. Aujourd'hui, c'était un épisode sans invité, un peu plus intimiste avec juste nous deux. Mais la plupart du temps, on reçoit un ou une invitée, souvent des auditeurs, auditrices du podcast. Donc si ça vous dit de rejoindre nos micros un jour, vous pouvez nous envoyer un vocal ou une vidéo de présentation de 2 minutes maximum. Cette fois, soit sur Discord ou bien par email. Et encore une fois, vous retrouverez toutes les infos utiles en description si besoin. N'oubliez pas de vous abonner sur votre appli d'écoute préférée, ça nous aide et c'est un moyen pour vous de ne rater aucune sortie. Les notes et les petits commentaires, c'est toujours un plus aussi. On remercie jamais assez celles et ceux qui prennent le temps de le faire. Merci en particulier à tous ceux qui réagissent et qui commentent sur Spotify à chaque épisode. C'est là-bas que vous êtes les plus nombreux. Et merci également à ceux qui ont laissé un commentaire récemment avec des étoiles sur Apple Podcast, La Fille de Serre d'Aigle, Svetcam et Deldel, par exemple. Putain, les pseudos à chaque fois. Et plus largement à tous ceux qui commentent, likent et partagent à chaque nouvelle sortie. Vous nous donnez chaque jour de la visibilité et de l'énergie. Ça fait plaisir. Vous n'êtes peut-être pas encore abonné Patreon, mais si vous aimez ce qu'on fait avec la fréquence et que vous souhaitez nous soutenir de la manière la plus efficace, la solution c'est celle-ci, rejoindre nos abonnés VIP du club de Slug. En plus, il y a Noël qui va approcher. Bah ouais. Vous pouvez mettre sur la liste au Père Noël. Vous pouvez même offrir des abonnements Patreon à d'autres, c'est possible. En vous abonnant avec quelques galions par mois, vous débloquez l'accès aux after-shows. Il y en a quasi 50 maintenant à découvrir. L'accès à tous nos enregistrements vidéo ainsi qu'aux live, aux enregistrements live vidéo comme maintenant, en ce dimanche matin. Coucou à tous ceux qui nous écoutent en direct. Patreon, c'est vraiment ce qui fait vivre notre podcast. Alors, un gros cœur à toutes celles et ceux qui ont fait le choix du soutien jusqu'à présent, en espérant convaincre encore quelques nouveaux fans et enthousiastes du podcast parmi vous. Bon, même s'il n'y a pas d'invité à féliciter, il y aura bien un after show, mais je vais nous féliciter nous-mêmes, parce que parfois ça fait du bien de s'auto-congratuler. Félicitations Jérémy pour cet épisode. Félicitations Marina pour cet épisode. Tu es forte, tu es combattante, tu es une bonne podcasteuse. Continue, tu vas réussir. T'as pas besoin de moi, tu t'auto-félicites. Donc, Ah oui, auto-félicite-toi. Jérémy, t'as fait ce que tu pouvais. Oh Je fais un peu mon Ron. C'est pas de l'auto-félicitation, ça. Je fais mon Ron à Weasley. T'es un bon monteur. Ah oui, par contre, t'as encore fini ce montage d'épisode. Bravo Jérémy. Après 8 heures de montage. Tu vas réussir. T'inquiète, là, il reste 2 minutes de montage à faire. On en est à la conclusion. Tu tiens le bon bout. Donc du coup, je disais, même s'il n'y a pas d'invité, il y aura un after show. On sera encore que tous les deux, bien sûr. Et du coup, on va faire une petite FAQ avec les abonnés Patreon. Et donc, du coup, vous allez pouvoir nous adresser les questions qui vous passent par la tête sur le podcast Harry Potter ou deux autres trucs. Pas trop intimes, mais on sélectionnera. On sélectionnera, mais bon, voilà. Et on y répondra dans un podcast qui sera publié avant la sortie du prochain chapitre, comme d'habitude. On n'a pas encore fait la publication, mais on va le faire. Restez connectés sur Patreon. Et on perd pas les bonnes habitudes, donc on ne se quitte pas sans avoir cité les tipeurs, évidemment, au moment de cet enregistrement. Big up à Corsetti-Lou, Marinette, Dispirit, Bispac, Lucie, Aurélien, Pokipims, Errol, Sophie, Pamela Val, Magara Pointe, Mugiwara, James et Chloé. Quant à nous, on se retrouve soit en after show, soit pour le prochain chapitre de notre lecture passionnée de Harry Potter et l'Ordre du Phénix. Il s'agira du chapitre 20 qui s'intitule bien entendu Le récit d'Hagrid. On espère que vous avez apprécié suivre notre récit sur ce chapitre et on a hâte de vous voir pour la suite. Salut! Bye bye!